nommé en hommage à un article de Slate.fr d'une jeune femme dont je ne me souviens plus le nom, qui s'appelle Ursule, je crois, ou Ursula, enfin déjà qui fait très, très cinématographique comme nom, mais qui était le giallo, heureux, les gens, qui était le giallo, à tes souhaits, qui était le giallo jaune devant, sanglant derrière. Et j'ai trouvé ça très très drôle en fait. Donc j'ai dit non, il faut que je l'utilise, il faut que je le reprenne. Ah oui, c'est Ursula Michel. Oui, J'ai voilà. vu, j'ai regardé son article. Il est Son génial. titre est mieux que le titre, hein, quand même. Enfin, est plus Ouais. élégant que le titre, en tout cas. Oui, mais bon, là, ça m'a fait marrer. J'ai dit, bon, allez, soyons foufous, c'est samedi, samedi soir, comme tu Ouais. disais. Bonsoir, rebonsoir, tout le monde. T'inquiète pas, fraise complet, on t'a vu. On est là, t'inquiète, hein, tu vois. On est bien là. Ciao, Jukain, et merci le coin du bis. Très bonne chaîne YouTube pour qui s'intéresse au cinéma bis, au cinéma de genre. Et je suis très content que tu viennes me suivre, c'est super cool. Dario Solaris, qui nous dit bonsoir également. Sam Kokai, donc que vous connaissez, je pense. En tout cas, Clémentine, tu connais. Oui. Donc c'est cool. Et ben bienvenue, bienvenue les gens, bienvenue une nouvelle fois sur ce stream, sur ce live spécial Giallo slash horreur italienne. Et encore une fois, je vous remercie Mélanie et Clémentine d'être venues, d'avoir bien accepté de vouloir vous entretenir avec moi, qu'on fasse cette petite table ronde un peu informelle, mais qui est super cool et que je trouve, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je sais que ça fait très très cliché de dire. J'aime beaucoup ce que vous faites, mais c'est le cas. En l'occurrence, c'est le cas. J'adore ton pseudo, Welcome to Prime Time. T'as oublié Beach à la fin. Parce que là, je vois qu'il y a un B, mais t'as oublié Beach. Mais c'est très, très. J'adore. Voilà, Freddy, c'est cool. Donc tout le monde vous dit bonsoir. Le coin du bis vous dit bonsoir. Nemi, je vous dis bonsoir. Florian, qui est un étudiant très, très, très assidu de ma chaîne, vous dit bonsoir également. Euh, Salut Mathieu. Donc les gens se checkent entre eux. Donc voilà, je vous disais, je suis très content de vous avoir avec moi. Et donc je pense qu'on va ah, j'ai Bichette qui dit miaou, enfin miou. Bonsoir Bichette. Ah, tu as pas pu mettre le beach. Bon, ça arrive, écoute, hein. Ça arrive. Donc, ouais, je vous disais, j'aime beaucoup ce que vous faites chacune de votre côté. Peut-être que je vais vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Et si vous voulez rajouter des petites choses, des petites infos à vos sujets, si jamais j'écorche ou je raccourcis un petit peu trop les infos sur vous, n'hésitez pas à me le dire, hein. Vous pouvez tout à fait me donner un complément d'information. Je vais commencer peut-être comme je vous vois. Je te vois donc tu es à gauche, tu es dans le petit cadre orange, donc Clémentine, qui est vidéaste, qui tient la chaîne Cinéma et Politique, qui, comme son nom l'indique, si je ne me trompe pas, donc tu peux me reprendre tout à fait si tu veux, hein, qui interprète le cinéma à l'aune de la politique et qui considère que le cinéma est un objet politique comme un autre, en définitive, et qui traite également de la question du cinéma sous un angle historique, puisque tu utilises beaucoup l'histoire, tu as beaucoup recours à l'histoire dans tes vidéos, donc tu traites en gros d'histoire, de politique, tout ça enchâssé au sein du cinéma, si je ne dis pas d'ânerie. Ouais, Non, non, c'est très bien. merci. Et toi, tu es quand même assez spécialiste sur le cinéma italien. Oui, oui, bah, c'est vrai que c'est vraiment un cinéma qui me plaît beaucoup. Et j'aime à la fois le cinéma de genre, donc le giallo, mais aussi le western spaghetti, le poliziotesco, et aussi bon, bah, des films, enfin des auteurs, comme on dit, bon, Pasolini, Visconti, Elio Petri, etc. Puis oui, tout ce cinéma italien politique comme Francesco Rossi, Elio Petri, etc., etc. Mhm. Voilà. Mhm. Ouais, donc du solide du côté des références, hein, clairement. Et on en avait discuté un peu en amont et que tu as une affection toute particulière aussi pour le giallo. Notamment ce film-ci, puisqu'on a décidé on a fait le choix de diffuser ce film-là de concert en fait. Donc voilà, c'est cool et j'espère. Oui, après parce que c'était le seul aussi qui était dans le domaine public. Chut, faut pas le dire. T'es en train de casser la magie là, oh là là.
Et tu t'es fait un petit décor spécifique Giallo, donc je crois qu'on peut quand même, Voilà. voilà, on peut quand même apprécier et respecter l'effort, l'effort qui est fait en ce sens, voilà. Avec le petit verre de vin aussi qui va bien, qui va bien avec, parce que Profondo Rosso, vin rouge, tout ça, c'est cool. Et évidemment. Est-ce que tu as un chat à 9 queues dans dans les parages ou Non, je sais pas, Non. il a dû se barrer, il doit jouer avec des moucherons. Avec des mouches de velours gris, voilà, tout à fait. Voilà. Il y a Nemish qui me dit attends, je vais ramasser les bouts de magie par terre que tu as explosé. Et donc également un décor assez bien beau, voilà, comme vous n'aviez pas pu le voir la dernière fois malheureusement, quand on avait fait le live avec Alt sur la question des zombies. Donc là, vous le voyez, voilà, vous le voyez enfin, le décor de Mélanie, donc Mélanie Boissonneau, qui est donc docteur en études cinématographiques, qui est enseignante-chercheuse. Tu as beaucoup écrit sur les femmes. Tu as notamment signé un ouvrage qui s'intitule Pin-Up à Hollywood, je crois, si je ne dis pas d'ânerie. Si tu veux bien me rappeler Oui, bah, peut-être le... C'est ça, le c'est titre? Pin-Up au temps du précode, puisque c'était voilà, c'était ma thèse en fait, qui a été publiée. Exactement, aux éditions Leitmotiv. Exactement. Donc un fort beau Et là, bouquin. c'est pas un décor, Oui, c'est ma c'est vraie chez toi. maison. Voilà, c'est chez moi, c'est tout le temps comme ça. Oh, ce tacle qu'elle t'a balancé, Clémentine. Ah bah non, 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 justement, moi je n'ai fait Ah, aucun mais effort. c'est ma vraie maison aussi, hein. Non, non, c'est juste que je n'ai fait aucun effort, je suis absolument désolée. Mais j'ai aussi un verre de vin rouge. Ah, on est raccord. Voilà. Profondo Rosso jusqu'au bout. Et raccord avec les cheveux aussi. J'ai des cheveux rouges. Exactement. Très giallo. Très très giallesque tout ça. Il y en a trop généreux, mais qui n'est pas Exactement. vraiment du giallo. Oui, avec Christopher Lee de la grande époque. Donc bon, bah Ouais. écoute, ça fait toujours plaisir. Donc oui, donc toi aussi qui es féru de cinéma, cinéma de genre en règle générale, de cinéma d'épouvante slash horreur en particulier. Et tu animes notamment, enfin co-animes, tu as co-animé et tu continues d'ailleurs, je crois, à co-animer une émission qui s'appelle donc le Bistrot de l'horreur, donc tout un programme, hein, clairement, sur Filmo TV, où tu discutes avec d'autres spécialistes et d'autres passionnés, d'autres amoureux du cinéma. C'est généralement des émissions thématiques qui sont centrées sur un thème, mais avec des... Tu débats en gros d'une thématique dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma de genre, avec des gens fort passionnants. Et c'est vraiment très très cool. Et vous avez fait 2 épisodes donc sur le Giallo. Donc je m'excuse si vous êtes des fanatiques hardcore du bistrot de l'horreur. Pour préparer l'émission, j'ai regardé les deux, j'ai lu des articles, j'ai fait des choses et d'autres. Mais s'il y a des redites par rapport au bistrot de l'horreur, je m'en excuse, voilà. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on peut pas tout non plus tout inventer. Et c'est très très cool. Et tu as donc une publication qui vient de sortir. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Oui, bah, bon, je l'ai à côté, mais bon, il faut que je me débranche, tout ça. C'est un livre, un gros livre qui s'appelle Héroïne et qui est sorti chez Larousse, là, il y a quelques jours. Et voilà, ça fait un chouette cadeau de Noël à ne pas commander sur Amazon. Voilà. Si ça vous dit, c'est sur les héroïnes de fiction, livres, films, jeux vidéo, tout ça, bande dessinée. Très très cool. Donc voilà, vaste programme. Très très cool. Et Donc, Bistrot de l'horreur, ouais, c'est vraiment une émission qui est géniale à faire. Et surtout, voilà, je rends hommage à mes collègues Christophe Lemaire et François Cognard en particulier, qui sont des spécialistes enfin bien, bien plus calés que moi en cinéma tout court et puis en giallo en particulier, parce que c'est vraiment voilà, des grands, grands fans. Et Fausto Fazulo, le rédacteur en chef de Mad Movies, qui est là aussi dans l'équipe, un grand, grand cinéphile. ouais. Ils sont tous très très cool d'ailleurs et ça donne lieu à Et des bons Erwan moments. Chaffio aussi, si je l'oublie. Et on me dit là, c'est Topor pas mort qui dit dans le bonjour les gens d'ailleurs qui viennent d'arriver, bienvenue, installez-vous tranquillement. Pas de soucis, t'as raté le film, Haïfar, tu regarderas la rediff si je me fais pas striker pour droit d'auteur, lamentablement. Et j'essayais de faire des blagues à la con en même temps qu'il y avait la musique, donc ou de vous narrer des anecdotes, donc du coup peut-être que ça passera. Le coin du bis nous dit le bistrot de l'horreur c'est le top, emoji cœur. Donc cœur sur toi également. C'est gentil. Oui, c'est cool. Mais en même temps, c'est une émission de grosse qualité. Emoji cœur. Également en retour. Cognard de Starflix, il nous dit, et le maire, n'en parlons pas, Topor pas mort. Et effectivement, oui, des gros spécialistes, des gros fans hardcore qui sont très érudits dans leur
qui ont une connaissance quasiment encyclopédique du cinéma qui est extrêmement impressionnante, je trouve. Et tu sens vraiment que c'est des passionnés, quoi. Donc ça, c'est cool aussi. Ça transmet bien la passion. Donc voilà. On a fait, je pense, un petit peu le tour. Donc, qu'est-ce que vous en auriez à dire de ce film qui est Profondo Rosso? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous sortir dessus? Ou même, quel est votre ressenti? Est-ce que vous avez des choses que vous voudriez exprimer par rapport à ce film qu'on vient de voir? Ou apporter des infos ou des compléments d'infos même? De dire en gros ce que vous voulez. Qu'on veut. Alors, Ouais. qui qui commence, Ah, c'est je comme, sais comme les j'ai pas étudiants. suivi le chat, mais juste, j'ai vu, quelques références à la musique et tout ça, donc je sais pas si tu l'as dit, mais voilà, il faut parler des Goblins, Oui. du Vas-y, vas-y. groupe, qui, suit, Dario Argento. Je sais pas si tu l'as dit dans le chat? J'avais dit simplement que c'était un groupe de rock, de petits genoux, contrairement à ce qu'avait fait Argento avant avec Ennio Morricone. Donc que ça changeait radicalement. Oh, un chat! Que ça changeait radicalement de ton par rapport à ce qui avait été fait avant dans L'Oiseau au plumage de cristal, dans Le chat à neuf queues notamment. Et dans. Comment s'appelle le dernier? Quatre mouches de velours gris, du coup. Donc est-ce que tu veux en parler Oui, mais justement? oui, non, non, c'était juste pour dire que c'était vraiment, les Goblins, c'est ce qui va marquer après, la signature un peu, enfin musicale et puis même, auditive, parce qu'il y a des bruits il y a des nappes de son, il y a des cris, il y a des chuchotements. Non, je sais pas, crier chuchotement, mais et il y a des voilà, il y a plein de sons dans cette musique au-delà du rythme et cetera, qui sont vraiment dans Suspiria, par exemple, qui n'est pas vraiment un giallo, mais peut-être qu'on en reparlera, mais voilà, c'est une musique qui est très, très marquante et qui a, un peu comme, je crois que tu as parlé de Carpenter, mais il y a vraiment Carpenter, il a une identité sonore et voilà, les Goblins ce groupe qui va accompagner Argento, il faut vraiment, il est très lié au cinéaste et au style des films, quoi. Donc c'était juste pour, dire que c'était pas juste un groupe de rock progressif, lambda de l'époque, ça a vraiment suivi la carrière du cinéaste, quoi. Mhm. Ouais, donc c'est devenu plus ou moins. Pas forcément sa marque de fabrique, mais tu dirais quand même que ça l'a vraiment Ouais, il y a une durablement. identité, ouais. Ouais. Mhm. Ah non, mais t'as Après, bien fait. je sais pas ce que Clémentine, en pense, mais Bah, après, moi, sur les frissons de l'angoisse, enfin, ce que je peux dire, c'est vraiment, enfin, moi, c'est un film qui me fascine parce que, enfin, de base, le film Blow Up, en fait, d'Antonioni est un de mes films préférés. Et c'est un film qui me fascine parce que justement, il y a cette question de comment on voit les images, comment on les interprète, etc. Aussi l'idée que l'image, elle est partielle, qu'on peut l'interpréter comme on veut. Et c'est vrai que dans les frissons de l'angoisse et même dans le giallo de manière générale, on a beaucoup cette obsession autour de qu'est-ce qu'on voit et comment on interprète les choses. Enfin, par exemple, dans le film L'oiseau au plumage de cristal, alors il n'est pas question directement d'image, mais on a aussi un personnage qui assiste à une scène et qui en fait l'interprète selon ses préjugés et qui finalement se trompe en fait sur l'interprétation du meurtre. Et c'est vraiment ça qui, moi, dans ce film, me passionne, quoi. Mhm. Oui, Après, alors Blow Up, faudrait peut-être que j'explique un peu le film pour ceux qui connaissent pas. Vas-y, vas-y, dis-nous. Bon, bah, c'est un film d'Antonioni avec, donc David Hemmings qui est le même acteur qui joue dans Les Frissons de l'angoisse. Et en fait, il incarne un photographe, de mode qui veut sortir, de son studio pour, prendre des photos, sur le vif, à l'extérieur. Et bon, il se retrouve dans un parc et il prend en photo un couple. Et après, en faisant donc des agrandissements, donc des blow-up, il se rend compte que, enfin, il a l'impression de voir, sur les photos, un homme avec une arme, dans un buisson, en fait. Et après, il retourne sur les lieux du meurtre et il trouve un cadavre. Et enfin voilà, donc l'intrigue, c'est ça. Et c'est vraiment un questionnement, sur l'image, sur, comment on enfin, sur le pouvoir de l'image. Et bon, alors après, je sais pas si ça a vraiment un lien, mais je sais pas quelle a été comment dire? La place qu'a pu prendre enfin le «film» entre guillemets sur, l'assassinat de Kennedy. Mais c'est vrai que c'est un film aussi, enfin un film, une archive où on voit l'assassinat de Kennedy, mais en même temps, on voit rien en fait dans cette archive. Quand on voit pas qui a tué, Kennedy, enfin on peut l'interpréter de 1000 manières, quoi. Et je
pense qu'il y a comme des liens à construire entre ce film et bon, ce changement d'interprétation de l'image, par rapport au film, Zapruder, enfin voilà. Mmh. Ouais, ouais, j'étais en train de me poser la question sur ce que tu voulais dire par le côté, bah, la subjectivité, en fait, subjectivité du point de vue et cetera. Ce que l'on croit pouvoir interpréter, mais il y a toujours le regard qui déforme du fait de, certains préjugés également, ce que l'on croit avoir vu selon l'angle de vue, la lumière et cetera. Ce qui est retranscrit à travers le médium du cinéma finalement, de bien belle façon. Et effectivement, ce dont tu parlais sur Kennedy, point mort de la réalité, nous dit Dario Solaris. C'est un peu, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, le résumé du truc, c'est un peu ça. Et tout le. Donc j'essaie de pas trop en dire pendant le film parce que no spoil quand même, faut pas déconner. Mais de dire, mais vous voyez là en fait, si vous regardez, vous pouvez peut-être apercevoir un truc, mais faut pas trop en dire non plus. Donc c'était un peu un calvaire à ne pas spoiler. Mais oui, c'est une. Donc tu peux confirmer par exemple, bah, Mélanie, que c'est notamment une des thématiques récurrentes qu'on retrouve dans le giallo et dans le slasher aussi par extension, dans certains films en tout cas. Ouais, ouais, alors le giallo, il y a quand même par rapport au slasher, bon qui est plus ma spécialité quand même le slasher, mais C'est pour ça que je il y te a lance beaucoup plus dessus. frontal. Voilà, c'est gentil. Mais le giallo, pour le coup, il y a vraiment cette idée de ne pas savoir exactement si on est dans le rêve ou la réalité aussi, souvent. Ce jeu-là, dans le reflet, là, il y a tout un jeu avec le miroir, mais le reflet ou la réalité et c'est ça qui, je trouve, rend le giallo, assez intéressant et assez, voilà, subtil parce qu'on peut vraiment chercher des clés, partout. Il y a ce personnage, tu parlais de la perception et c'est vrai qu'il y a toujours des personnages qui essayent de voir, enfin de savoir ce qu'ils ont vu, mais qui voient mal ou qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils voient. Bah, évidemment, le personnage de l'aveugle dans Le chat à 9 queues et puis, là, enfin, quelque chose que j'aime beaucoup dans Les frissons de l'angoisse, c'est, je trouve qu'il y a un peu il y a de l'humour aussi quand même si c'est un film qui est quand même très, très sombre, mais, Mm. par exemple, ce personnage qui essaye de parler et qui à chaque fois en gros, à chaque fois qu'il appelle, il appelle dans des lieux complètement improbables avec des bruits qui le perturbent. Donc il est dans un café, il se prend de l'eau bouillante et puis, la personne de l'autre côté, est aussi, dans un lieu bruyant, donc personne l'entend et lui, il n'arrive pas à s'écouter non plus. Après il téléphone, il est dans une cabine téléphonique, au milieu de l'autoroute, enfin quasiment, enfin c'est complètement surréaliste. Donc il y a toujours ce truc-là de brouiller la perception, que je trouve, intéressant et je trouve que c'est fait de façon un petit peu drôle par moment dans Les frissons de l'angoisse. Enfin moi je le perçois comme ça. Voilà, ce gars qui arrive jamais à parler au calme en fait et je trouve ça assez intéressant. Mm. Ouais, non, mais c'est ça. Là, c'est fait avec une touche d'humour, quand bien même le film, la tonalité globale est vraiment très, 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 très dark en fait, hein. Il est plutôt sérieux, on va dire, dans son approche. Et c'est vrai ce que tu disais, je note le truc et on va peut-être ensuite embrayer sur justement quelles sont les caractéristiques du giallo, puisque j'en ai parlé un petit peu en intro, mais très rapidement pour vous laisser plus justement explorer cette question. Mais comme tu disais, il y a la question de l'onérisme en fait, qui est que je trouve très très intéressante, de pas savoir constamment si on se situe dans une rêverie, dans une hallucination, la réalité. Bah, c'est toute la question, le questionnement. Enfin, comment dire? Oui, c'est toute la questionner la réalité en fait. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce que c'est ce que tu perçois, ce que tu crois percevoir? Est-ce que c'est un fait tangible? Est-ce que c'est ce qui est immortalisé par tes yeux ou par tes sens? Ou bien est-ce que non? Enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont super intéressants. Et ce que j'ai trouvé assez cool aussi ici, donc je vais pas en dire du mal, hein, parce que ça reste un très grand film. Parce que déjà, je crois qu'il y a Bud Spencer dedans et Jean-Pierre Mariel, mais les quatre mouches de velours gris, il me semble qu'ils sont dedans, c'est dans celui-ci. Ouais. Si je ne dis pas d'ânerie. Peut-être qu'après je suis fatigué, je délire, hein. Mais en fait, il y avait tout un truc aussi, tout un discours. Je vous résume vite fait Quatre mouches de velours gris pour ceux qui ne le connaîtraient pas sur le chat. En gros, vous avez donc le giallo typique, hein, vous avez une jeune femme qui se fait assassiner, et il y a toute une théorie scientifique qui est bâtie sur le fait de la persistance rétinienne qui voudrait qu'au moment de la mort d'un individu, une image, la dernière image en fait reste fixée sur. Donc je sais pas, je suis pas du tout ophtalmologue, hein, j'ai même une vision de merde. Sur la rétine. Oui, la rétine ou le cristallin, enfin, on s'en fout, bref, sur les yeux. S'il y a un scientifique qui passe dans le coin, il va nous découper. Bref, on s'en fiche. Qui passe sur. Merci Bichette pour le follow.
Et il y a Jean-Pierre Mariel qui joue un homosexuel, d'ailleurs, justement, on le disait tout à l'heure, les clichés sur les gays, voilà. En gros, persistance rétinienne qui veut que, au moment de la mort, une image se fixe sur votre œil et que cette image perdure pendant plusieurs heures après la mort. Et en fait, ce que l'on voit sur les yeux, enfin, dans les yeux de la victime, une fois toute l'opération scientifique autour qui a été réalisée, c'est 4 mouches, la silhouette de 4 mouches. Donc, j'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Mais en gros, c'est le pitch, le postulat de départ. Et ça questionne aussi, encore une fois, la persistance de la réalité, etc. Mais surtout, ce que moi j'ai apprécié dans Profondo Rosso, c'est qu'on s'éloigne pas trop, on rentre pas dans le délire technique, scientifique, machin, qui se voudrait un peu flirter avec la SF, mais pas trop, enfin bref. Là, c'est vraiment du pur jus, quoi. Et il n'y a pas de surnaturel, vraiment, il n'y a pas de... C'est vraiment de A à Z, il est vraiment très très cool, ce film, pour ça. C'est mon avis. Après, je sais que d'autres seront pas forcément d'accord avec ça, mais je le trouve vraiment cool pour ça. Et donc oui, j'en reviens à ça, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous diriez Et après, on reprendra un petit peu sur le chat ce qui est dit, puisqu'il y a des trucs très intéressants. Qu'est-ce que seraient selon vous, en fait, les caractéristiques principales du giallo? Peut-être Clémentine, tu veux commencer là-dessus? Oui, ben, alors déjà, il faut quand même savoir que giallo, en Italie, en fait, ça désigne, tout ce qui est policier, en fait. Enfin, je veux dire, même, je sais pas, même, je sais pas, Julie Lescaut en Italie, on dirait que c'est du giallo. Donc, enfin, nous, en France et hors d'Italie, quand on dit giallo, c'est vraiment pour, désigner une, certaine production cinématographique dans les années 60 et 70 qui est très reconnaissable, par sa patte. Et bon, c'est vrai que enfin, après je trouve que tu as bien présenté, dans le enfin, au début, avant le film, ce qu'est le giallo, mais c'est vrai que c'est bon, c'est un film avec un certain schéma narratif, avec, donc une série de meurtres et avec à la fin la révélation. Enfin, on a l'élément du whodunit comme on dit. Et disons que c'est un genre qui combine, le murder mystery, la violence et beaucoup, d'érotisme aussi. Alors, dans Les Frissons de l'angoisse, c'est peut-être pas le plus représentatif, de ce point de vue-là, mais il y a quand même des films où vraiment, on a beaucoup de scènes érotiques, bon, certains sont même limite un peu porno, hein. Donc ça, c'est aussi un élément assez important, dans le giallo. Et bon, d'un point de vue, visuel et sonore, comme a dit, Mélanie, c'est très stylisé, c'est très enfin, voilà, visuellement, on a de très fortes couleurs, on a beaucoup de gros plans. Enfin, c'est un cinéma comme ça très fétichiste, je trouve. Enfin, on a beaucoup d'objets colorés, des textures, des tissus, que sais-je. Et oui, sur le plan sonore, on a aussi, oui, tout un travail. Alors tu disais, dans le live que Morricone était plus sur, des trucs mélancoliques, mais il a quand même composé, enfin, certaines musiques qui sont quand même limite, expérimentales. Enfin, je trouve pour «L'oiseau au plumage de cristal», il y a vraiment des morceaux c'est très alors bon, j'y connais rien en musique, donc j'aurais pas forcément les bons adjectifs pour les décrire, mais des choses voilà, très dissonantes, un peu cacophoniques, donc Ennio Morricone, il est aussi allé un peu, vers ça, bon après oui, il a fait aussi des choses très, trucs avec les voix d'enfants, enfin ce Hmm. genre de choses-là. Voilà. Et d'ailleurs, Et ce que je voulais dire oui, aussi, vas-y, vas-y. désolée. Enfin, on parle beaucoup de l'influence, du giallo sur le slasher, mais ce qui a influencé aussi le giallo, c'est, ce qu'on appelle le krimi allemand. Donc, ça, c'est un genre, très populaire, en Allemagne dans les années 60. Alors ce sont des films, alors là aussi on a des titres, très animaliers, enfin je sais pas, genre La Grenouille, contre Scotland Yard, enfin ce ce genre de Oui. choses. Et en fait, c'est adapté par des livres d'Edgar Wallace, donc l'auteur britannique de romans policiers. Et visuellement, on a aussi des choses très alors, il y a beaucoup de films en noir et blanc, mais certains sont aussi en couleur. On a comme ça beaucoup de travail sur les couleurs, sur les lumières. Alors j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu quelques-uns et j'en avais vu un qui était pas mal avec l'acteur de Derrick et qui était beaucoup plus, enfin qui est Tu beaucoup peur. plus, Beaucoup plus vénère. voilà. Ce qui paraît surprenant, on s'attendrait pas à accoler l'adjectif vénère, quoi. Mais
ouais, c'était un film assez rythmé. Voilà, il balance des objets et tout. Ouais, il est Oula. vénère, quoi. Ah ouais, il y a plus d'action que dans tout Derrick, limite. D'accord. Ouais, Karim Debache en avait parlé d'ailleurs quand il avait mentionné dans le slasher son émission sur donc de Chroma, qu'il avait parlé de comment il s'appelle déjà, Silent Night, Deadly Night, où il avait fait une petite intro sur le slasher et tout. Il en avait parlé justement de La Grenouille contre Scotland Yard, qui a l'air assez formidable comme film. Hein. Je l'ai pas vu, mais le doublage en VF m'a l'air bien savoureux dans le genre. Et on me dit par exemple dans... Ah, on me pose la question, Nemish me dit, est-ce que ça vient de là d'ailleurs le renard, puisque tu mentionnais les titres très animaliers du crimi allemand. Tu penses que ça viendrait de là le renard Tu sais, la vieille série old school qu'on regardait chez nos mamies le dimanche après-midi. Je connais pas du tout. Bah, écoute, Non, ma t'inquiète. mamie ne regardait pas ça, donc Ta mamie regardait du Giallo Ce serait cool. bah, ma grand-mère aimait bien les films d'horreur, donc bon, comme Ah, quoi. génial. Ça, c'est les meilleures grand-mères. Vraiment. C'est les meilleures. Fraise complet me dit, le crimi, c'est du pop art pur et dur. Qu'est-ce que tu veux dire, fraise complet, dans quel sens? Le coin du bis qui nous fait une petite annonce d'ailleurs, qui nous dit un bon crimi sorti en Blu-ray chez nous, le cirque de la peur, avec Christopher Lee et Klaus Kinski. Ouh, double ou. D'accord. Merci de l'info. C'est toujours bon à savoir. Surtout que ce genre de film en Blu-ray, c'est quand même. Bon, c'est pas rare non plus, mais pour le coup, on apprécie, donc c'est cool, quoi. Et du coup, donc Mélanie, je me tourne vers toi. On va peut-être faire le lien avec le slasher maintenant. Quelles seraient donc les caractéristiques communes entre le giallo et le slasher? Et si tu vois des exemples de slasher que tu penses ou que tu sais être directement inspirés du giallo, ce serait lesquels selon toi? Alors pour moi, ce qui saute le plus aux yeux, c'est le cas de le dire, mais c'est vraiment, heu, le monstre, enfin le monstre, le méchant, le tueur, et son côté à la fois, humanoïde, parce que dans le slasher comme dans le giallo, le méchant, c'est un homme, un humain, et en même temps complètement indéfini. C'est-à-dire que dans le giallo, souvent, le tueur est, masqué. Alors masqué, hein, il n'a pas le masque de Michael Myers ou de Jason, mais il va avoir, un grand col qui va le cacher, parfois même un foulard, il a un chapeau, il a des gants, il a un grand manteau, donc c'est une espèce de silhouette un peu, très reconnaissable et en même temps, non identifiable, comme les méchants du slasher. Pour moi, c'est vraiment la parenté, la plus évidente. Heu, Après sur les origines, moi je pense qu'on ne peut pas, ne pas penser aussi quand on voit surtout les Frissons de l'angoisse, mais globalement les giallo enfin surtout d'Argento, je crois. Moi je pense au Voyeur de Michael Powell ou même à Psychose en fait, hein, dans ce côté justement, personnage qui regarde et qui veut filmer, enfin cette façon de filmer la mort aussi et de filmer, l'effroi. Je trouve que voilà le Voyeur, donc c'est un film qui date, de 1960 et qui est légèrement, antérieur, mais qui est quand même un peu dans cette vague de, film qui interroge, ce que c'est que l'image aussi, ce que c'est que le cinéma. Donc c'est pour moi, Le Voyeur, et Psychose dans une certaine mesure, ce sont vraiment des influences possibles aussi, ou en tout cas, ils font partie du même mouvement que, que le giallo, même si, on parle souvent des giallo, enfin on parle d'Argento là, mais il faut quand même citer Mario Bava aussi, et notamment Six femmes pour l'assassin qui est, quand même un marqueur fort du début du giallo avec, ses couleurs, saturées, ces femmes, ces meurtres comme ça, très sanglants. Argento d'ailleurs va tendre quand même vers, tu disais que les frissons de l'angoisse, c'était pas du tout surnaturel, mais justement, je trouve qu'Argento, il va beaucoup plus loin dans le surnaturel et dans les limites de la réalité que Bava, par exemple. Et Argento, il va aller complètement vers le surnaturel avec Suspiria, par exemple. Enfin, Oui. voilà, il tend vers le surnaturel. Oui, oui, c'était juste, moi je le disais pour stricto sensu, les frissons de l'angoisse, ou quand bien même il y a des espèces de passages hallucinés, en fait, si tu veux. Pour moi, enfin, c'est personnel encore une fois, pour moi, ça rentre pas vraiment dans le cadre du surnaturel, ou quand bien même on nous dit il y a des fantômes, etc. Donc il y a un doute qui plane, il y a une atmosphère, si tu veux, mais dans l'ensemble du film, non, ça reste relativement terre à terre, quoi. Et on me dit, ouais, dans Phénoména, complètement, voilà, exemple surnaturel s'il en est.
Et donc petit complément d'info, Fraise Complet disait pop art pour le crimi, dans la composition ou les incrustations d'onomatopées directement à l'image. Et effectivement, oui, là, pop art clairement, si c'est dans ce sens-là, tout à fait. Welcome to Primetime B, enfin Biche, on va t'appeler. Le Voyeur nous dit, le Voyeur et Psychose sont des précurseurs du slasher au même titre que le giallo, donc elle te plus soit dans ce que tu disais. Et effectivement, il y avait quelqu'un tout à l'heure sur le chat qui a fait remarquer que le moment où on voit que dans la maison, en fait, qui se voudrait une maison hantée, où l'on voit le cadavre sur une espèce de chaise, je crois, qui se révèle à la lumière quand le personnage principal a défoncé le plâtre du mur. Ça fait énormément penser à la maman dans Psychose, à la mère d'Anthony Perkins qui se retourne sur la chaise où on voit juste le truc cadavérique avec le chignon, quoi. Et donc, est-ce que tu penses que c'est. Enfin, est-ce que vous pensez d'ailleurs que c'est un hommage à peine dissimulé ou est-ce que. Coïncidence fortuite, même si j'ai des doutes? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça peut pas être une coïncidence, évidemment, parce que, enfin, en plus, on est, quand même assez peu de temps après Psychose qui a été un grand succès. Enfin, ça me paraît assez évident. Après, moi, enfin, je fais une petite parenthèse, mais pour revenir à pourquoi, Les Frissons de l'angoisse, ça me paraît être un film, spécialement intéressant et voilà. Justement, cette séquence de la maison pseudo hantée, hem le côté, un peu Cluedo du giallo, là, on l'a vraiment et je trouve qu'on a on alors est-ce que c'est aujourd'hui, comme on est habitué aux escape games et tout ça, on pense à ça? Bah, alors moi, je me suis dit: «Mais c'est vraiment c'est un escape game, en fait, les frissons de l'angoisse» parce qu'il y a ce truc, on est dans la maison, on trouve un indice, on gratte, on le découvre, on va chercher une autre, idée, on revient, donc il y a un côté hyper ludique, en fait, dans le giallo même en tant que spectateur, en fait, on peut chercher les indices et je pense que c'est ça aussi, ça peut être une explication du succès. C'est ce côté, quasi participatif, du spectateur où on sait que faut fouiller quoi, faut regarder dans les murs, dans les tableaux, les machins et tout ça pour trouver la clé, quoi. C'est ce que je disais Ouais, aussi non, tout mais à l'heure. ça me fait Ah, vas-y, penser, vas-y. j'ai vu pas mal de dialogues avec mon père, mais lui, alors à chaque fois, il tombe dans tous les pièges possibles, parce que souvent, on a comme ça des gros zooms sur des regards du genre, pour mettre une espèce de suspense, du genre, c'est peut-être lui l'assassin, et mon père, à chaque fois, il a, ah, c'est lui l'assassin! Enfin, il rentre vraiment dans le truc, et c'est vrai oui, il y a cette espèce de plaisir à essayer de démasquer l'assassin, quoi. Ouais, c'est tout le principe du who done it en fait, hein, clairement, voilà, c'est qui l'a fait et ça fait c'est ce que je disais aussi que la progression, le fait d'aller d'un point A à un point B, de trouver un indice qui va nous faire avancer dans l'enquête et cetera, ça fait très jeu vidéo en fait. C'est très, très, très vidéo, jeu vidéo, vidéoludique et effectivement Florian qui est un de mes anciens étudiants, te plus soit Mélanie, il dit: «Ouais, j'y avais pas pensé mais clairement la progression, ça fait penser à un escape game», ce qui est vrai. Enfin, du coup, un escape game où tu détruis la salle pour trouver un indice, c'est pas cool. Et C'est l'escape ultime, ça ouais, coûte très clairement. cher. Et Nemish dit, du coup, les jeux d'horreur, ça fait très giallo. Pas tous. Pas tous, tu vois, t'as clairement... ça, on en reparlera peut-être après, mais t'as clairement les Resident Evil qui sont un hommage évident au cinéma de Carpenter, en tout cas les premiers, qu'il a lui-même adoubé d'ailleurs, hein, il a participé comment dire, à la mise en scène de la scène d'intro du 2, enfin à l'époque le 2. Et en revanche, tu as Until Dawn qui est clairement un hommage à peine dissimulé au giallo, slasher et autres, quoi. Silent Hill et Rule of Rose. Ça, on en reparlera peut-être, mais Silent Hill. Silent Hill, c'est particulier quand même hein, dans le délire. Surtout le 2. Enfin bon, bref, on en reparlera quand je le ferai. Je le ferai plus tard en live et on pourra commenter. Je remercie au passage Tignosis et Swift34. Merci pour les follow, vous êtes cool. Et bienvenue dans la discussion. Et du coup, je vais peut-être embrayer sur la suite. Embrayer, pardon, sur la suite, comme on avait dit justement, voilà, que les slashers, enfin, on l'a pas dit, mais ça, c'est un des trucs qui est récurrent dans les slashers, c'est la question politique, mais aussi la question historique, en fait. Comment le slasher arrive, enfin, le slasher tel qu'on le connaît, aux États-Unis, classique, arrive à un moment charnière dans les années fin 70, début 80 où il y a tout un contexte politique en amont autour, notamment la révolution conservatrice, etc. Je voudrais commencer, donc on en reparlera juste après, mais déjà, Clémentine, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
sur le contexte historique du giallo. Est-ce qu'il y a un contexte particulier qui fait que le giallo est arrivé à ce moment-là et ce contexte donc qui pourrait expliquer l'émergence du giallo spécifiquement à ce moment-là, en Italie? Disons que alors le giallo est apparu dès les années 60 avec, La fille qui en savait trop de Mario Bava, mais c'est surtout dans les années 70 qu'il s'est vraiment, développé. Alors bon, les années 70, c'est, la période des années de plomb, donc pour essayer de résumer, assez brièvement, c'est en fait, une période, de forte violence politique avec, beaucoup, d'attentats, de kidnappings, et cetera. Hem Et c'est une période qui s'étend à peu près, alors bon, les historiens sont pas tous d'accord entre eux, mais à peu près à partir de 1969 avec, l'attentat de la Piazza Fontana à Milan et en 1980. Donc en fait, l'attentat de la Piazza Fontana, c'est un attentat, qui a été d'abord imputé, à l'extrême gauche et qui est en fait un attentat, d'extrême droite et il y a eu énormément d'attentats, d'extrême droite, à l'époque parce qu'en fait l'extrême droite voulait, tenter de, enfin, insto avait l'objectif d'instaurer un régime, autoritaire et donc il jouait comme ça sur un climat de terreur en faisant des attentats, mais en les attribuant à l'extrême gauche pour, créer, des peurs dans la population et cetera et en fait, selon certains, historiens, les années de plomb, c'est en fait, un retour, du refoulé. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une espèce, d'injonction à oublier le passé, du genre, voilà, le fascisme, c'est fini, c'est passé, maintenant, on entre dans une nouvelle ère et du coup, les années de plomb sont en fait vues comme une résurgence de la violence, fasciste et en fait de la guerre civile qu'il y avait en fait entre les communistes et les fascistes et donc c'est, c'est une période extrêmement violente avec, voilà une violence quotidienne et qui est en fait, incertaine et dans ce climat, c'est dans ce climat qu'en fait de nouvelles narrations vont émerger, donc à travers, le giallo et aussi à travers, le genre, du poliziotesco. Alors là, c'est encore plus évident parce que c'est des films, bon, c'est vraiment des polars, voilà, avec, des histoires, oui, d'attentats, de kidnapping et cetera et donc voilà, en fait, les 2 genres, révèlent déjà, une période, très violente, et aussi une paranoïa urbaine. Donc vraiment, avec la figure des tueurs en série, c'est ce que tu disais avant, par rapport aussi aux États-Unis avec la découverte, enfin, du phénomène des tueurs en série. C'est vrai que les tueurs en série sont quand même associés, enfin, c'est quand même un phénomène qui est apparu aussi avec, les grandes villes, l'anonymat et cetera et donc bon, c'est voilà, ça s'inscrit vraiment comme une peur urbaine, quoi. Donc Mmh. voilà un petit peu, bon, c'est résumé très, très brièvement. J'ai pas besoin forcément de rentrer dans les détails des années de plomb, mais voilà, en gros. Mmh. Mmh. Ouais, donc une peur assez généralisée par rapport au contexte extrêmement anxiogène. Je pense, c'est ce que tu et aussi, contexte politique extrêmement important. Donc est-ce que tu pourrais dire et après je vais lire, j'ai deux trois questions dans le chat. Est-ce que tu penses que le giallo en soi, bon, c'est un peu le sujet de ta chaîne aussi, donc je me doute de ce que tu vas dire, mais est-ce que tu penses que le giallo en soi, c'est un genre qui est politique? Ben, oui, après évidemment, c'est pas des films, politiques dans le sens des films engagés, mais après oui, ça dit des choses, c'est des films qui disent des choses de leur époque, de beaucoup enfin, c'est des films qui parlent beaucoup de l'Italie, en fait, enfin, de manière, faut lire entre les lignes évidemment, mais bon, j'en parlerai peut-être plus après, mais Mmh. oui, ça dit beaucoup de choses, des imaginaires, collectifs de l'époque, des peurs de l'époque, donc oui, en ça, c'est politique. Mmh. Mmh. Ouais, tout à fait. Oui, après politique, je l'entends pas au sens où, comme je dis tout le temps à mes étudiants, que toutes les œuvres, par définition, et par extension sont politiques. C'est pas parce que, les œuvres en question, font l'apologie ou mentionnent explicitement les idées d'un parti politique, mais c'est du fait qu'elles Mmh. s'inscrivent, voilà, dans un certain paradigme et du fait aussi Mmh. comment dire? Qu'elles font mention de dynamiques de pouvoir, de dynamiques, de rapports de classe, notamment entre les individus. C'est de ce fait, c'est politique parce que c'est un instantané d'une société à un instant T, etc. Donc oui, en ce sens, c'est politique
au sens de la police, au sens grec en fait de la cité. Et donc c'est ce que je leur dis tout le temps, voilà. Donc j'espère que ça rentre. Donc avant d'en arriver à toi, Mélanie, juste je te poserai la question, Clémentine, qui m'a été posée dans le chat. Merci Grégoire Simpson et merci 10 podcast, pardon, pour les follow, vous êtes cool et bienvenue dans notre petite table ronde, petite soirée discussion autour du giallo, de l'horreur italienne et de l'horreur en général, tout ça. Et en fait, j'ai Florian. Ah, t'as un petit peu répondu, Dario Solaris, mais Clémentine, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors ça, Haïfar, on le dira peut-être à la fin. J'ai une question sur les références, sur le cinéma de genre et le contexte historique. Est-ce qu'il y aurait des livres, du coup, incontournables que vous voudriez mentionner? Peut-être qu'on le dira à la fin, je pense. Ça, si vous avez le temps d'y réfléchir, et moi aussi. Florian qui me pose la question, est-ce qu'on peut mentionner certaines mafias, Clémentine, à cette époque, qui auraient pesé potentiellement sur les politiques que tu mentionnais tout à l'heure? J'avoue que je connais assez mal la, l'histoire de la mafia, mais il me semble que ça vient plus après quand même. Mhm. C'est moins dans cette période-là. Ouais, c'est ce que disait Dario. Non, il n'y a pas de souci, Ah oui, t'inquiète. d'accord. T'inquiète, c'est juste la question. Mais Dario disait par exemple Brigade Rossé, mais pas une mafia à proprement parler, plutôt un groupuscule d'extrême gauche qui aurait pesé peut-être sur les politiques. Ah, on mentionne Laurent Aknin et sa Bible du cinéma bis, oui, bon, voilà, Laurent Aknin qui est très très cool. Vous avez aussi tous les bouquins de Julien Cévéon qui sont esprit. Mad Movies, les gars, lisez Mad Movies, vraiment. Et regardez Filmo TV, et regardez le bistrot de l'horreur. Enfin, voyons. Oui, parce que je réfléchissais là sur les références des bouquins sur le giallo. En français en tout cas, je suis pas sûre que ça existe en fait. Mhm. Par contre, il y a l'autobiographie de Dario Argento qui est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans chez Rouge Profond. Ça, c'est pas mal Clin d'œil, pour clin d'œil. se baigner un peu dans l'angoisse. Comment? Clin d'œil, rouge profond, tout ça, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, mais voilà, après, effectivement, c'est des bouquins sur le giallo. Sa question, c'était sur Ouais, le, j'en Sa question, elle était plutôt sur le cinéma de genre en général, en fait, sur le lien entre cinéma de genre et histoire. Ah, d'accord. Ouais. Donc là, on pourra chercher aussi tout à l'heure. Voilà, vous inquiétez pas. Après, sur le lien entre cinéma et histoire, vous en avez des plâtrés, hein, notamment tous les travaux de comment est-ce qu'il s'appelle? Zut. En plus, j'ai fait ma thèse en me basant sur sur ces théories. Ah, zut, un français. Marc Ferro. Marc Ferro, merci. Siegfried Krakauer également. Enfin bon, voilà. C'est du classique, du pur et dur. Bonsoir, Bouillabaisse. J'adore ton pseudo. Vous êtes super créatifs, les gars, c'est bien. Spectre Noir, bah apparemment, qui dit j'ai maté pas mal d'épisodes du bistrot de l'horreur. Eh bien, continue. C'est une bonne chose. Spectre Noir, qui est un collègue professeur, donc voilà. Et merci Daniel Marino pour le follow, bienvenue. Le coin du. Attends, point là. Oui, Un dis-moi. collègue professeur qui regarde le bistrot de l'horreur. Je veux savoir son vrai nom en privé. On te le dira, t'inquiète. Bah si, moi. Oui, bah oui, mais je pensais qu'on se connaissait tous, tu vois, genre nous. Non, il y en a Ça fait sûrement. plaisir. Il y en a sûrement. Je suis sûr qu'il y en a qui font genre, tu sais, mais ils vous regardent en scred. Ouais. Et ouais, il y a Le Coin du Bis qui nous dit récemment, il y a aussi un hors-série de l'écran fantastique dédié au giallo qui est écrit par David Didelot et qui résume bien les choses sur presque une centaine de pages. Donc l'écran fantastique, de toute façon, ça reste une valeur sûre, hein, clairement. Et donc j'en reviens là-dessus. Tu nous as parlé, Clémentine, donc du contexte historique, qui est contexte politique également, qui est important à saisir pour bien comprendre toute la portée en fait du giallo. Historiquement, notamment ce qui relève du non-dit, ce qui relève du hors-film, comme on dit. Et nous donc, Mélanie, qui sommes les Philistins qui aimons le slasher américain. Non, je plaisante évidemment, hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait en dire, nous, du contexte historique et politique, donc même si je l'ai un peu lancé tout à l'heure, des années fin 70, début 80 aux États-Unis sur le slasher. Il arrive dans quelle période, en fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et comment on le voit dans les films, en fait, dans les slashers?
Le contexte historique dans les slashers? Alors en Ouais. fait, les slashers, il y a quand même une petite, il y a une vague, voilà, dans les années, 70, mais ça arrive quand même, je pense avec un certain nombre de marqueurs, enfin voilà, on a parlé de Psychose, donc c'est quand même voilà, Psychose, c'est quand même un peu le début de tout ça. Et il y a des films comme Black Christmas aussi qui sont moins connus, mais qui sont, voilà, qui arrivent un petit peu avant, aussi, Halloween. Donc, enfin, voilà, en slasher, on pense souvent au combo Halloween, Vendredi 13. Euh, c'est, à mon avis, il faut quand même parler de l'époque donc on est dans les années 70, révolution sexuelle, les jeunes aussi, la culture jeune qui était déjà présente dans les années 50, mais là qui commence à prendre de plus en plus d'importance, au niveau, de la culture populaire. Et les objets du slasher sont quand même, enfin les victimes du slasher sont quand même des groupes de jeunes, qui sont en opposition avec, la société des parents, ou bien la société des parents qui n'existe pas ou qui n'entend pas leur détresse, et eux vont faire une communauté, être traqués par un monstre, d'autant plus qu'ils ont des relations sexuelles, en gros. Donc c'est vrai que c'est, quand même, il y a un contexte, et une sorte de backlash, mais c'est vraiment ça traduit quand même, cette ambiance comme ça, juste après la révolution sexuelle, et voilà, qu'il faut, mettre en scène, et il faut montrer un peu, comment, il y a cette espèce de désir de remettre tout le monde dans le droit chemin, et que ça marche plus ou moins bien quand même, puisqu'il y a plein de suites, donc finalement, il y a quand même des gens qui s'en sortent, hein, dans les slashers, au moins une, mais en général, la final girl est celle qui est plus ou moins vierge et plutôt, pas trop, sexuée, donc il y a aussi une morale, finalement assez puritaine, hein, dans la plupart des slashers, qui peut-être réagit à la culture, voilà, à toute cette ambiance de révolution sexuelle qui a eu lieu, qui a commencé quelque temps auparavant. Mmh. Ah ouais, je pense on peut tout à fait le dire. Et comme tu disais, Black Christmas, c'est quoi? C'est 73, si je dis pas d'ânerie, il me semble? Je vérifie tout de suite pour pas te dire de Fact-checking. bêtises, exactement. Non, parce que alors il y a en fait, tout est, très collé, quoi, enfin, c'est vraiment très Mmh. proche. Mmh. Alors, 74. 74, moi j'ai là. Ouais, donc la Mais même ouais, année, c'est ouais. ouais, même année que, finalement, que Massacre à la tronçonneuse, donc complètement fou, quoi, une grosse année de fou, bah, comme, les années 70 et 71 où, Dario Argento a enchaîné avec ses 3 films, sa trilogie animale, qu'il a charbonné, quoi. Clairement, là, c'est vraiment la période, proto-slasher, voire slasher tout court, qui est en train d'être posée, en écho avec le giallo. Et je sais pas si on peut présupposer du fait que beaucoup de réalisateurs de slashers américains ont vu du giallo, mais comme il était dit dans l'épisode, là, justement, enfin, un des 2 épisodes, du Bistrot de l'horreur, j'ai oublié son nom, et je suis une grosse quiche pour la mémoire des noms, je suis désolé, mais le rédac chef de Mad Movies, c'est... Fausto Fazulo. Voilà. Fausto. Et il a dit clairement, enfin, après ça peut être débattu, mais il disait clairement que Mario Bava, en fait, La Baie Sanglante, c'est peut-être principale source d'inspiration pour Vendredi 13, en tout cas le premier. Ce qui me paraît, Alors moi ce qui me paraît quand peut-être, en même, fait, ouais. on peut dire ça a posteriori, mais est-ce que ces films sont arrivés jusqu'aux États-Unis? Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, qui est important pour le giallo et pour les films italiens de l'époque, de toute façon, c'est aussi de voir les liens, qu'il y a, à l'international. Hmm. Beaucoup de liens avec la France, où, tu l'as dit, il y a des acteurs français dans des Hmm. giallos. Là, dans Les Frissons de l'angoisse, il y a Macha Merrill, qui joue la télépathe du début. Enfin, voilà, il y a vraiment, des il y a des collaborations comme ça. Il y a des acteurs américains qui viennent, en Italie aussi, pour jouer, là, des acteurs anglais. Enfin, il y a vraiment ce côté international aussi des productions italiennes, de l'époque qu'il faut rappeler. Alors, du coup, il est possible que les réals aient vu Mario Bava, mais voilà, moi, je suis pas sûre. Je pense qu'on peut faire des liens peut-être a posteriori, parce qu'en fait, il y a eu un élan commun dans plein de pays, en fait, et qui a abouti à des formes finalement, qui ont des liens, entre elles. Mais de là à dire que les jeunes réals de l'époque, qui étaient au fin fond
de la cambrousse américaine en vue du Mario Bava, j'en sais rien. Je sais Ouais. pas. Bon, bien sûr, on peut pas savoir non plus, à moins qu'ils le disent ouvertement, en interview ou autre, il toujours la question Ouais, du c'est ça. Mais problème, c'est sûr qu'il y a des problème des liens, ça sources. c'est sûr. Oui, oui, non, mais clairement, après, Esthétiquement, c'est clair. ouais, ouais, non, mais c'est clairement, ça, je pense qu'on peut pas non plus le nier. Et puis la période est extrêmement propice à ça, comme on le disait. Et là, je vois des réactions intéressantes sur le chat. Fraise Complet, par exemple, qui dit le slasher, donc c'est une question, donc je vais pouvoir vous laisser répondre toutes les deux. Le slasher n'est pas profondément de droite, contrairement au giallo qui serait anticapitaliste. Est-ce que ce serait le cas, selon vous? Donc peut-être commencer par toi, Clémentine. Est-ce que tu penses que le giallo, toi, c'est anticapitaliste, sachant que Dario Argento notamment était à gauche, à fond, voilà. Alors je sais pas, où se positionner Argento, mais après, je pense qu'on peut faire des similitudes entre ce que vous avez dit sur le slasher et le giallo. Enfin, genre, je sais pas si on en parle tout de suite ou après, mais sur la question des femmes, et pareil, on a aussi comme ça, beaucoup de films avec des jeunes issus de la contre-culture et qui sont montrés comme, des personnes avec des sexualités déviantes, des toxicomanes, donc on a quand même un côté aussi un peu réactionnaire. On a des femmes qui sont indépendantes et qui, bah, comme on voit un peu dans Les Frissons de l'angoisse, le personnage de d'Ariane Nicolodi, c'est une journaliste et bon, on voit un peu comme ça qu'il y a des espèces de tensions, entre les rapports, voilà, homme-femme, du fait que c'est une femme indépendante qui s'affirme et cetera et voilà, on a aussi, beaucoup de enfin, je sais pas, est-ce que j'en parle tout de suite ou je rentre dans les détails plus tard? Mais, Par rapport à la sexualité, les femmes, tout ça? ouais, enfin, je sais pas Oh, si on peut en parler tout de suite ou on peut clairement, vu que Mélanie, t'as lancé t'as lâché le pavé dans la mare avec la Final Girl, on peut y aller, hein, clairement, voilà, question, non, mais enfin, oui, on il y a beaucoup de films avec des personnages féminins comme ça qui ont une sexualité un peu montrée comme pervertie, comme, L'étrange vice de Madame Ward ou ce film avec un titre, pas possible qui s'appelle, Ton vice est une chambre close dont moi seule est la clé. c'est magnifique C'est un ça, joli titre, ouais magnifique. et mais en fait, c'est lié au fait alors bon, j'en parlerai peut-être après, mais les giallo montrent souvent des villes, des mondes très modernes, et bon, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, donc l'Italie a connu, beaucoup de transformations, économiques, sociales, culturelles, il y avait une espèce de peur, de l'américanisation. Voilà, le pays s'est vraiment modernisé, industrialisé et en même temps, c'était vu comme quelque chose de presque d'oppressant qui détruisait l'identité italienne et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les giallo. Il y a une espèce de comme ça, de modernité un peu étrange, un peu aliénante, alors qui passe notamment par le regard, de l'étranger. C'est un regard étranger sur, une Italie, comme si c'était en fait, les spectateurs italiens pouvaient retrouver leur propre regard qu'ils peuvent avoir sur l'Italie, c'est-à-dire, ils reconnaissent plus, en fait, leur pays d'une certaine manière et en fait, cette modernité, ben, c'est aussi, bah, justement toutes ces femmes, voilà. Alors on a beaucoup aussi de scènes, de lesbianisme, dans les giallo. Alors évidemment, c'est toujours un peu ambivalent parce qu'il y a une espèce de position morale du genre, «Ah, c'est pas bien», mais en même temps, voilà, on se doute bien que les scènes érotiques, elles sont aussi là pour faire plaisir, aux spectateurs Et aux et producteurs aussi, oui oui. et c'est ce que je voulais dire aussi, oui, c'est enfin, par ailleurs, la place des femmes avait aussi évolué en Italie parce que bon, il y a eu l'arrivée de la pilule, la loi sur le divorce, enfin et pareil, l'Italie a aussi eu ses mouvements, féministes. Alors bon, dans Les Frissons de l'angoisse, ils ont traduit en l'EMLF. Bon, je ça c'était d'autres mouvements à l'époque, mais voilà et par ailleurs, dans certains films, on a vraiment quand même, enfin, comment dire? Des voilà, des reliques vraiment, quand même très, enfin vraiment très réactionnaire. Enfin, par exemple, dans le film, Nu pour l'assassin, en fait, parmi les victimes, on a un gynécologue qui a pratiqué un avortement, un photographe de mode homosexuel, 3 femmes bisexuelles et un mari vierge impuissant. Donc bon, on voit bien que les victimes, c'est quand même, elles sont bien désignées. Ou sinon, dans le film, Qu'avez-vous fait à Solange? Bon, alors désolée, je spoil un peu, mais bon, Mmh. je suis un peu obligée. On a, en fait, une femme qui subit un avortement et qui régresse à un état infantile. Donc bon, déjà, on a quand même
une condamnation, de l'avortement et le père, tue en fait, habillé en prêtre, les voilà les filles qui ont, aidé, à l'avortement et puis aussi, ce qui est un peu réactionnaire, c'est qu'on a quand même pas mal de femmes, qui sont des tueuses et d'une certaine manière, ça trahit comme, une anxiété, patriarcale pardon, vis-à-vis des femmes donc Mmh. on le voit là dans Les Frissons de l'angoisse et puis bon dans d'autres films, on a des femmes tueuses quoi. Mmh. Mmh. La scène du bras de fer d'ailleurs qui était, bah, très drôle en soi, qui était très drôle et un peu longue, faut bien l'admettre, mais c'est quand même pas mal, niveau symbolique en fait, ça se pose là, quoi. Et du coup, nous, pour rebondir là-dessus, Mélanie, en ce qui concerne le... Alors, j'ai eu des trucs assez intéressants, assez drôles en fait dans le chat. Spectre Noir qui me dit par exemple, je pense que la forme artistique du giallo s'est retranscrite dans le slasher, mais que le scénario du slasher lui donne un côté réac. Je pense aussi c'est lié au contexte américain en fait, où tu arrives dans complètement autre chose. Les considérations ne sont pas les mêmes. L'époque aussi fait que encore une fois, hein, la société est différente, les mœurs sont différentes. Les réacs et les conservateurs italiens ne sont pas les conservateurs et les réacs des États-Unis. Ils se basent pas sur les mêmes trucs, quand bien même il y a des éléments communs, voilà, notamment le rôle des femmes au sein de la sphère familiale. Mais en l'occurrence, ça se base sur des faits de société un peu différents, si tu veux. Mais ouais, quand bien même, euh, l'anxiété patriarcale est une très belle expression, nous dit Spectre Noir, donc apparemment, apparemment il est content. Euh, Sam Kokai nous dit le slasher qui serait de droite. Là, pour le coup, il y a un bon livre qui s'intitule Tous les jeunes vont mourir, qui parle du néolibéralisme dans les films, compétition, mort des plus faibles, etc. Et des minorités aussi, parce que c'était un trope dont on a fait assez de blagues avec. Voilà, c'est le noir qui meurt en premier, notamment. Il y a même eu une blague assez drôle à ce niveau-là, qui est pas forcément un bon film d'ailleurs, mais La Babysitter 2. Le premier est bien, voilà, bon, ça je digresse un peu vite fait dessus. Des films produits par Netflix. Le premier est pas mal et assez marrant, assez cinéphile, mais le deuxième est plutôt moins bon. Mais il y a une blague sur l'ère post-Jordan Peele et le fait de tuer le noir en premier, que c'est plus d'actualité, etc., etc. Mais oui, euh, comme tu disais tout à fait, Clémentine, c'est les victimes, en fait, c'est pas innocent que ce soit dans le slasher ou dans le giallo. Les victimes en soi, ce choix de victime et leur choix de vie font que c'est plutôt en adéquation justement avec le traitement qui leur est réservé. Et nous, donc Mélanie, je reviens là-dessus sur la question bah, de la sexualité, la question du rôle de la femme, puisque tu travailles aussi là-dessus. Dans le slasher, comment... Alors, je me doute qu'il y a eu des évolutions et qu'il y a pas, il y a un continuum, mais certes, il y a, à mon avis, eu des changements qui se sont opérés tout au long de l'histoire du slasher aux États-Unis, notamment. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Est-ce qu'on pourrait en dégager une ligne directrice du rôle des femmes dans le slasher et plus ou moins de la sexualité comme étant un truc peut-être punitif également vis-à-vis de ça? Alors, moi, je serais moins, radicale sur le côté, le slasher, c'est un truc réac et etc. Enfin, le slasher, c'est une forme qui est très rigide et c'est pour ça qu'elle est intéressante à mon avis. C'est parce que justement, il y a des micros, failles et des micros, changements à l'intérieur de cette forme qui est très rigide. Hem et alors la différence quand même avec le giallo, c'est que le giallo, on parle de gens qui sont des adultes. Souvent même des gens qui sont très bien insérés dans la société, une journaliste, un musicien, enfin des gens qui ont une carrière, qui travaillent et cetera. Le slasher en général, enfin dans les en tout cas, la enfin les slashers, au départ et puis même encore aujourd'hui les slashers récents, on est très souvent quand même dans des groupes de jeunes, dans des groupes, qui sont dans des sororités. Voilà, enfin souvent, hein, c'est pas évidemment, une règle absolue, mais quand même la plupart du temps, il y a un groupe de jeunes, donc il y a quand même ce côté génération, groupe, enfin une génération qui est visée, ce qui n'est pas le cas du tout dans les giallo, où, il y a beaucoup plus de diversité, de types de personnages et aussi de types de tueurs puisque comme l'a dit, Clémentine, il y a souvent les tueurs, même si on ne l'apprend qu'à la toute fin, les tueurs, sont, souvent des femmes. Alors dans le slasher, oui, la mère de Jason et cetera, Oh, le mais spoil. quand même globalement, il y a oui, bon, mais globalement, ce sont quand même souvent des hommes et il faut bien, voilà, la victime qui s'en sort finalement, c'est quand même souvent donc la final girl, une fille. Donc le film, le slasher est voilà, moi je vois pas le slasher comme un genre particulièrement réac, hem
Et alors effectivement, au départ, par rapport à la question des femmes, donc en gros, la fille, sexualisée, avec des gros seins, qui a tendance à se dénuder et cetera, elle y passe, très, très rapidement, ça c'est sûr. La virginité, c'est, une protection, ça c'est sûr, pendant des années. Après justement, le slasher évolue quand même avec la société. Le slasher après, on a eu des final girls qui étaient des mères, par exemple, donc des femmes plus âgées, bon qui étaient définies comme mères, donc c'est pas non plus un progrès absolu, mais bon, en tout cas, il y a une variation. Et puis récemment, voilà, on a dans Get Out, la final girl, si je puis dire, c'est un gars, donc il y a aussi quand même des évolutions. Mmh. Hem et justement, c'est intéressant que ce soit un homme noir qui soit à la place de la final girl, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le slasher, voilà, la femme, elle est indispensable tant au slasher qu'au giallo et à tous les genres de l'horreur, de toute façon. Les personnages féminins, qu'elles soient des victimes que l'on va montrer souffrir ou dénudées et cetera, ou en train de tuer le monstre ou d'essayer de s'en échapper, sont vraiment, des personnages indispensables parce qu'en fait, la peur, elle passe par les personnages féminins. L'image de la peur, elle est féminine. Les yeux écarquillés, en général, sont des yeux de femme. Sur les affiches, et je reviens encore à Get Out qui avait pris pour affiche les yeux écarquillés de son personnage masculin, Mmh. mais c'est vraiment un contre-exemple, Mmh. une continuité. Ça, on Mmh. peut en discuter, mais Ouais, ouais. donc les femmes, ouais, dans les slashers comme dans les giallo, elles sont indispensables. Mais dans les giallo, je pense qu'il y a un peu plus de variété et qu'elles sont plus adultes aussi. Mmh. Et C'est vrai. t'as aussi pour le coup, ça c'est assez connu comme exemple, mais t'as aussi Wes Craven qui s'est joué lui-même de ses propres règles dans Scream, où effectivement la Final Girl a eu une relation sexuelle avec son copain pour la première fois. Et bon, je spoil aussi, hein, mais bon, voilà, Neve Campbell étant dans toutes les suites, vous doutez qu'elle a survécu au premier quand même. Ouais, Donc mais voilà. elle a quand même de gros soucis, juste mais enfin, effectivement, elle survit, mais c'est quand même la virginité, la protéger jusqu'à ce qu'elle ne soit plus vierge. Enfin, voilà. Il y a quand même cette idée-là et pendant les 4 Scream, elle a quand même du mal à gérer ses relations amoureuses, Mmh. c'est le moins qu'on puisse dire et voilà, donc il y a quand même, ce truc-là est quand même toujours présent, même si on est quand même dans les années 90, 2000, il y a un moment, c'est plus possible de dire qu'il faut être vierge, pour survivre. Oui, bah oui, ça évolue Quand même, forcément. c'est quand même un peu dit, hein, enfin, faut pas non plus être complètement trop déluré, quoi, parce que Sinon, ça va pas, hein. C'est un mauvais ah non. exemple, tout ça. Alors, mais il y a justement les contre-exemples, on les a dans les séries aussi. Il y a la série Scream Queen qui joue beaucoup là-dessus, aussi, mais bon, c'est une série qui est pas enfin, quasi parodique, quoi, qui joue avec les codes du genre, mais voilà, il y a c'est intéressant de voir l'évolution par rapport à ça, mais en tout cas, la question, la virginité, elle est toujours présente, même si c'est pour, s'en moquer. Il y a toujours quand même ce truc-là, cette idée que ça peut nous aider face à un monstre, Mmh. qui est complètement stupide. Ce qui est très inattendu, en tout cas, effectivement. Voilà, Et la très théorie, c'est ça. idéologique. Très idéologique. Donc voilà, on va le dire clairement, si vous n'êtes plus vierge, vous êtes mort, hein. En cas de mec qui vous poursuit avec une hache, vous êtes mort, c'est fini. Euh, Spectre Noir dit un truc très... Enfin, il pose une question qui est très intéressante dans la différenciation, justement, quand tu parlais des personnages bien insérés. Donc tu peux répondre aussi, tout à fait, Clémentine, hein, de la différenciation entre les victimes, qui d'un côté, dans le Giallo, étaient bien insérés, des gens d'âge moyen, qui étaient reconnus dans des catégories socio-professionnelles plutôt respectables, tandis que dans le slasher, c'est souvent des jeunes qui se cherchent ou qui sont un peu paumés à la dérive, quelquefois, ou qui veulent brûler la chandelle par les deux bouts, hein, ça arrive aussi. Il pose la question, il dit, est-ce que ce serait pas lié au public? Donc là, c'est très, comment dire, très premier degré, en fait. Est-ce que ce serait pas lié aussi au public qui était visé par les différents films? Par exemple, essayer de titiller un plaisir morbide chez le public, entre guillemets, jeune américain, et de l'autre côté, celui qui était d'âge moyen en Italie. Donc est-ce que ça serait pas un élément qui a influé sur cette question? Ben, j'avoue que pour le giallo, je connais pas tellement la sociologie, du public. Je sais juste que, ces films étaient enfin, en Italie, alors en tout cas à l'époque, les films étaient distribués, dans 3 circuits différents, on va dire. Alors, bon, ça s'appelle, Primo Visione, Terza Visione, enfin bon. En gros, il y avait un peu 3 types de cinéma et les giallo étaient diffusés surtout dans les
dans les cinémas, bon, je pense que voilà, c'est l'équivalent un peu des cinémas de quartier, tout ça, dans ce qu'on appelait la terza visione. Et bon, c'était surtout aussi dans les coins, ruraux, tout ça, mais après j'avoue que je sais pas plus qui vraiment regardait, qui allait voir les giallo au cinéma, donc là-dessus je peux pas, Mmh. mais je pense que, ça s'adressait plus à un public, populaire qu'à un public, voilà, plus «élitiste» entre guillemets, donc Mmh. Mmh mh. voilà. Et pour les slashers, du coup, excuse-moi, tu voulais dire un truc, Clémentine? Je t'ai coupé? Non, non, c'est bon. D'accord. Et du coup, Mélanie, pour les slashers aux États-Unis, le public était visé par les premiers et par ceux qui sont venus par la suite, hein, par ailleurs. Qui était-ce plutôt? Alors le public visé, j'avoue, j'ai pas trop d'infos là-dessus. Ce qui est le cinéma de genre, a priori, de toute façon, c'est plutôt un cinéma populaire et plutôt, mais pas forcément jeune, en fait. Même si les slashers sont quand même des sortes de teen movies, horrifiques, hein. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est ce que j'ai étudié plus, c'est la question de l'identification et on sait que, par exemple, enfin, il y a un bouquin que évidemment je vous conseille de lire qui est le classique, sur la question, c'est le livre de Carol Clover, sur, le genre dans le cinéma d'horreur et c'est elle qui a théorisé en fait, le concept de final girl et et elle explique bien dans ce bouquin qu'en fait les jeunes, ados, hommes ou enfin garçons ou filles, s'identifient, à la victime, qu'elle soit, une femme ou un homme. Donc en fait, il y a cette idée enfin il y a pas forcément de plai l'idée n'est pas forcément de contenter un plaisir, sadique, d'un garçon à voir des femmes, se faire tuer, enfin voilà. C'est plus compliqué que ça et l'idée c'est enfin, les adolescents en général se reconnaissent dans le groupe d'adolescents victimes. Il y a moins c'est pas aussi direct que les hommes aiment regarder les femmes mourir, quoi. Même si c'est ce que Truffaut, nous a largement dit, mais lui, pour le coup, il était pas dans du cinéma de genre, Mmh. enfin dit de genre, mais bon bref, ça c'est aussi un autre sujet, mais voilà. Effectivement, ouais. Et bah, là, j'ai une petite intervention de Diz Podcast qui me dit un truc assez intéressant pour faire le lien avec les films de J-horror. Il dit: «On retrouve beaucoup ça, notamment les yeux exorbités», en fait, tu mentionnais tout à l'heure, Mélanie. Les plans, les gros plans très serrés sur les yeux exorbités, écarquillés, qui sont souvent des yeux de femmes. Et il nous dit: «On retrouve beaucoup ça dans les films d'horreur japonais et la culture japonaise en général avec le tatamae». Le visage des femmes qui est déformé par leur surprise de l'effroi. Donc, comme quoi, un truc qui serait plus ou moins international, en fait, même si c'est géré un peu différemment, je pense, selon les C'est films. Cette question de l'effroi des femmes, elle est bien antérieure, au giallo. Enfin, ça date des premiers films d'horreur ou des films avec de la peur, des films de suspense, hein. Même, enfin là, je pense, bah, justement à un film qui s'appelle Suspense, qui est réalisé par une femme, qui s'appelle Lois Weber en 1913 et c'est un film, en fait, où on voit, une femme qui est, c'est une sorte de home invasion, mais de 1913, quoi, qui est absolument génial. Vous pouvez le trouver sur internet, Mmh. en accès libre et on voit, il y a une femme qui est surprise chez elle par un vagabond et elle est, effrayée et elle a déjà, voilà, les yeux écarquillés, la main sur la bouche et cetera. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement ancien et les affiches de tous les films de la Hammer en Angleterre, bon là derrière moi j'ai Christopher Lee, c'est un mauvais exemple, mais on a beaucoup de femmes avec les yeux écarquillés. Tous les films des années 30, les films de monstres, on a les yeux écarquillés, même de personnages qui sont très secondaires. Mais voilà, la peur, elle est visible sur le visage des femmes, graphiquement, bien plus que sur le visage des hommes. Il y a très, très peu d'hommes effrayés, visibles sur les affiches, par exemple, des films. Mmh. C'est vrai. C'est vrai, c'est peut-être un truc qui a été remis en question plus récemment. Je sais pas, ce serait à discuter, à voir. Et juste un tout petit merci, enfin un gros merci même pour le follow. Yann Will Buckets, merci, bienvenue à toi. J'espère que tu apprécies notre petite soirée sympatoche. Question très intéressante là de Fraise Complet, puisqu'on a parlé notamment du giallo comme étant un genre littéraire, etc. Enfin, à l'origine littéraire et aux origines un peu diverses, qui passent par notamment Hitchcock et du coup, bah, Agatha Christie. Et il nous dit:
La haute bourgeoisie qui crève dans le giallo, c'est tout à fait hérité d'Agatha Christie? Non. Bah, je pense qu'il y a... Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un plaisir qu'ont beaucoup de toute façon enfin de réalisateurs en tout cas. En tout cas, le discours sur la bourgeoisie décadente, oui, les mœurs de la bourgeoisie décadente, ça c'est un truc qui est très Agatha Christie, c'est clair et net. Le whodunit aussi, des personnages complètement déglingués, parmi lesquels on essaie de chercher qui a fait quoi et ça devient difficile parce qu'ils ont tous un truc à se reprocher. Oui, c'est du Agatha Christie, vraiment quand même assez. L'influence est palpable, mais pas que. Après, mais pas que. Et je crois qu'en règle générale, de toute façon, il y a beaucoup de cinéastes qui prennent un plaisir à éclater des bourgeois de façon tout à fait variée, ou justement à représenter la bourgeoisie décadente sous des traits assez marqués et assez caricaturaux des fois, parce que c'est un truc cathartique en fait, tout simplement. Ça, on le voit beaucoup dans les années 30, je trouve, aux États-Unis, où tu as toujours des gens qui sont plus ou moins mis en difficulté, qui émanent d'une certaine classe sociale, quand bien même l'ordre normatif est restauré dans la plupart. Je parle pour les années 30 hein, seulement. Mélanie, tu peux me dire si j'ai une ânerie, parce que comme tu as bossé beaucoup sur les années 30, voilà. Mais tu as l'ordre normatif qui est restauré, l'ordre sociétal revient à ce qu'il était à la base, le méchant meurt, mais quand même, certains personnages sont mis en difficulté, alors que dans la société, dans la vie réelle, ils seraient plutôt considérés comme étant intouchables. Donc bon. On va peut-être enchaîner sur la suite de ce qu'on avait dans les thématiques. Et donc, femmes et sexualité, il y a beaucoup de choses à en dire, je pense. Donc, on va peut-être s'arrêter là. On reprendra plus tard. Et je vois juste Dario Solari qui me dit Théoréma de Pasolini. Donc, je suppose que ça fait le lien avec ce truc-là de la bourgeoisie décadente qui se fait découper ou malmener. Je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Là, ils se font pas découper. Oh zut Ah merde Bon, c'est pas grave. Je plaisante évidemment. Mais oui, il y a une question également qui revient extrêmement souvent, enfin extrêmement souvent, dans un nombre de films qui sont assez connus et dans le giallo et dans le slasher, donc encore un coup, on peut en discuter et faire une étude un peu comparatiste. C'est la question du traumatisme. Là, on l'a vu notamment avec la scène du petit garçon qui subit un traumatisme assez énervé et on revient pas trop dessus. C'est dit en sous-marin, mais on voit qu'il a des problèmes avec la bouteille, donc on peut se poser la question de se dire, bah, peut-être qu'il a des raisons, hein. Mais la question du trauma, c'est un truc qui revient assez souvent en fait dans le giallo. Est-ce que toi, dans le giallo ou dans le cinéma italien en règle générale, mais plutôt le giallo. Est-ce que c'est un truc que toi tu as vu Clémentine pour le giallo et toi Mélanie pour le slasher? Donc je vais commencer peut-être par toi Clémentine. Bah, après, enfin bon, c'est ce qu'explique un auteur dans un livre sur le giallo et le poliziotesco, Steve Fisher. C'est justement, donc, avant, je vous ai parlé de cette histoire comme quoi les années de plomb seraient un retour du refoulé des conflits internes entre communistes et fascistes, entre gauche et extrême droite, voilà. Et en fait, on a pas mal de giallo, enfin, ils sont assez rares, mais qui vont utiliser, en fait, la question du trauma pour justement, mettre en avant des traumatismes liés, à la guerre et au fascisme. Donc je sais pas, comme dans un film comme dans Les Replis de la chair. Mais, bon, alors dans Les Frissons de l'angoisse, on n'a pas cette question, du, de la Seconde Guerre mondiale et bien évidemment. Mais on a quand même beaucoup dans le giallo l'idée que, voilà, le passé continue en fait, d'agir, sur le présent. Donc ça fait quand même un peu un lien avec, cette histoire de contexte, historique, comme je disais. Et hem et donc on a après ça fait aussi partie de la structure, narrative du giallo qui est très comme une espèce de puzzle où on a, voilà, des éléments, des choses partielles, des petits indices et souvent le traumatisme aussi est un de ces éléments qui va venir, souvent, bon, donner la résolution, mais qui va apparaître comme ça parfois, enfin, par exemple dans Ténèbres, oui, c'est dans Ténèbres où on a comme ça le flashback du traumatisme qui revient, sans cesse. Et oui, c'est très présent. Bon, alors parfois c'est souvent, bon, comme j'ai dit pendant le live, c'est un peu, psychanalyse de comptoir parce que bon,
parfois c'est un peu genre, oui, sa mère était horrible, alors, il se met à tuer tout le monde. Enfin bon, ça c'est un peu, mais c'est vrai que c'est bon, l'aspect très psychanalytique comme ça est très présent dans ces films-là, quoi. Mmh. Bah, on l'a, plus ou moins de façon marquée dans le slasher. Moi, je pense surtout à Vendredi 13, en fait, qui est, voilà, c'est assez évident et tu parlais justement du motif sonore, en fait, du trauma et tu l'as dans Vendredi 13, hein. Ça, je le disais quand on jouait à Little Hope l'autre fois, où t'as le ki ah, tu vois? Tu l'as tout le temps, c'est le kill for mama, je crois, un truc comme ça. Merci, t'as vu? Jean-Michel Bruitage. Et ouais, ouais, t'as ce motif aussi, aussi récurrent et est-ce que justement dans le slasher, c'est un truc qu'on en tout cas aux États-Unis ou dans les slashers, que tu as pu voir ou étudier, Mélanie, est-ce que c'est un truc justement, cette thématique du trauma, du traumatisme, qui revient assez souvent, comme, soit comme explication, comme révélation ou comme, comme base, fondatrice, des meurtres? Est-ce que c'est un truc qui revient ou pas? Bah, oui, c'est en fait, tout le temps, il faut essayer de trouver, même un minimum d'explication, pour, le comportement, déviant du tueur, hein. Enfin, même Michael Myers, bah, par exemple, le remake de Rob Zombie d'Halloween et toute la première partie du film est consacrée à essayer d'expliquer pourquoi, Michael Myers est si méchant, quoi. Donc il y a cette, et c'est un remake où c'est, Rob Zombie, donc c'est un grand, grand fan de films d'horreur et de John Carpenter et du coup, il prend en charge un peu l'explication psychanalytique, ou pseudo-psychanalytique de la monstruosité et des comportements déviants de Michael, en l'excusant un petit peu, hein, parce que bon, il fait Mmh. jouer quand même la mère, par sa propre femme, enfin bon bref. Mais, c'est quelque chose qui est, systématique, en fait. Il y a toujours une petite scène où on comprend que en fait, il a été, plus ou moins maltraité par ses parents, qu'il a été abandonné, qu'en fait, c'est un enfant non désiré et cetera. Après pour le slasher, c'est systématique, mais globalement, dans le cinéma d'horreur, c'est quand même quelque chose de très, de enfin, de très, très présent, Mmh. voilà, Rosemary's Baby, on n'est pas dans le slasher, mais, il y a quand même, heu, voilà, c'est cette idée du traumatisme, enfin qui littéralement enfanterait un monstre. Enfin, c'est le viol, qui voilà, qui provoque, le monstre. J'ai vu récemment un film qui s'appelle Incubus, bah, pour le dernier bistrot de l'horreur que j'ai enregistré, mardi dernier. Incubus, qui est un film canadien avec John Cassavetes aussi comme, Rosemary's Baby et là, c'est pareil, enfin, il y a des monstres, qui s'engendrent par le viol et qui se vengent par le viol. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est, extrêmement, présent et oui, c'est une façon d'essayer de justifier, enfin de donner un petit peu de profondeur au personnage du monstre qui, en général, s'exprime peu dans le slasher, verbalement j'entends, et voilà, il faut lui donner un peu de corps et donc les flashbacks sur le trauma, servent à ça. Mmh. Est-ce que tu penses pas justement que je rebondis sur ce que tu disais par rapport au remake de Rob Zombie. Est-ce que tu penses pas justement que ça trahit un peu le propos de base que ce que lui voulait Carpenter quand il l'appelle The Shape? Donc c'est vraiment l'abstraction pure et dure du mal qui est increvable et qui est juste le mal fait corps en fait, où il y a pas d'explication, on sait pas d'où il vient, on sait pas pourquoi. Mais est-ce que selon toi ça trahit le propos? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques à ce sujet-là au moment où le film est sorti et encore plus le deuxième, enfin Halloween 2 qui n'est pas Halloween 2, enfin tu vois ce que je veux dire? Celui qui est sorti à la Ouais. suite, voilà, qui va encore plus loin en fait dans l'explication, les liens familiaux, etc. Est-ce que tu penses que ça trahit pas le truc de base justement, l'intention première? Alors non, parce que alors enfin non, après c'est un avis personnel, hein, mais bon, moi j'adore Rob Zombie, enfin pas tous ses films, mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec les remakes, de Carpenter en tout cas et je pense que c'était tout simplement impossible de refaire, enfin ça sert à rien de refaire, Halloween, tel quel, en gardant exactement les mêmes choses, et je trouve qu'il a, beaucoup moins, trahi que le remake de Asso par exemple, qui Mmh. pour moi, justement en révélant les intentions des assaillants, gâche complètement le film, mais bon, mais c'est un avis, voilà, c'est de la critique, personnelle, mais je trouve que Zombie a essayé, enfin, on sent qu'il a une sorte de c'est un grand, grand fan, hein, Rob Zombie, de cinéma d'horreur et il a clairement essayé de, quelque part, rendre hommage à un personnage qu'il adore, en lui donnant encore plus de profondeur et de caractère. Moi, je le vois plutôt justement comme un vrai hommage à ce qu'a créé Carpenter, en lui donnant un corps, mais qui trahit pas, en fait, qui le trahit pas puisque une fois qu'il est
que l'explication est terminée, en gros, une fois qu'il est redevenu The Shape, il bouge plus, quoi. Mmh. Il est de nouveau monolithique et on sait quand même pas vraiment pourquoi il agit comme ça, à part qu'il a été maltraité. Mais bon, Mmh. ça c'est, pas maltraité, qu'il a été, élevé, enfin on sait pas d'ailleurs si s'il a toujours été comme ça ou si c'est ses conditions, d'éducation qui ont créé ça. Mais, moi je le vois vraiment comme un hommage, mais parce que, voilà, j'aime ce que fait Rob Zombie. Effectivement, beaucoup de Mmh. gens détestent complètement ce qu'il a fait, Mmh. avec ses films, mais je trouve qu'il a cherché à faire autre chose et que c'est quand même une bonne solution parce que ça sert à rien de se confronter à Carpenter, Oui. frontalement. Non, c'est un pari perdu d'avance, de toute façon, donc non, non. Voilà. Et bye Haïfar, merci d'avoir été là et ouais, tu viendras réécouter la rediff quand tu veux, voilà, il y a pas de souci. Rediff qui sera dispo sur ma chaîne Twitch, hein, donc pendant, je crois, 4 semaines, il me semble. Enfin, je sais plus trop exactement, mais je crois que c'est ça. Ah oui, intéressante précision, Fraise Complet dit que l'interprète de la mère dans Profondo Rosso, c'est quand même interprété par une ancienne star du cinéma fasciste. Donc Clémentine, si t'as quelque chose à dire là-dessus ou... Non. Je savais pas, donc c'est intéressant. Ouais, 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 c'est intéressant qu'il soit allé, aller la chercher ou qu'elle se soit présentée, qu'il l'ait pris. Enfin, c'est ouais, coïncidence encore une fois ou pas, je ne sais pas du tout. Mais ouais, ah, intéressant qu'elle soit là au milieu de tout ce casting là avec Macha Merrill et tout, c'est cool. Enfin, c'est cool. Non, le cinéma fasciste, moyen cool. Mais Cinéma, fasciste, les gens qui travaillaient n'étaient pas forcément, ne soutenaient pas forcément le hmm, fascisme, donc bon, hmm, c'est après je sais pas si elle était pro, fasciste, mais bon, ouais. voilà. Tu connais pas ses convictions personnelles. Ah, Argento est allé la chercher, nous dit Fraise Complet. D'accord. Bon, bah écoute, ma foi, pourquoi pas. Donc oui, il y avait un autre truc également dont on souhaitait parler. Et là, encore une fois, je reviens vers toi, Clémentine. Quand tu as mentionné tout à l'heure, donc ça, je l'avais mentionné aussi dans l'intro, en disant que c'était un trope, en fait, un truc assez récurrent dans le giallo, qu'il y avait souvent une paire d'enquêteurs, donc ils étaient souvent deux, et qu'il y avait généralement un étranger. Donc là, en l'occurrence, je crois il me semble qu'il est britannique, monsieur, Oui, oui. monsieur Sosie de Paul McCartney. Je crois qu'il est britannique, si je dis pas d'ânerie. Et donc... Il dit qu'il est anglais et qu'il a passé du temps aux États-Unis. Ah non, mais lui Il y aussi. a aussi ce côté, international, Mais le giallo est international par définition, donc voilà. Au niveau de ses influences, encore une fois, tu peux pas codifier le truc et on le sait tous très bien, comme le film d'horreur aux États-Unis, c'est pas monolithique, voilà, multiples influences qui se répondent, etc. Et voilà, donc cette question on a mentionné ça un peu en off avant, en préparant le truc, et on reviendra aussi, je pense, dessus, la question du regard extérieur qui est intéressante dans le slasher, même si je pense qu'elle est un peu moins présente, en tout cas dans le slasher américain, on verra ça, Mélanie. Mais tout d'abord, toi, avec Clémentine, la question du regard de l'étranger qui pourrait porter sur l'Italie et qui se manifesterait à travers le giallo et à travers notamment donc l'association souvent de deux enquêteurs de combinaison en fait d'un étranger et d'un local. Est-ce qu'il y a un truc qui est particulièrement marquant par rapport à ça dans le giallo sur ce regard extérieur? C'est un peu ce que je disais avant, on nous présente, l'Italie par le regard d'un étranger, donc par un regard qui est autre et cette Italie, c'est comme une Italie qui est pas très reconnaissable, qui est très modernisée, donc bon, enfin, c'est d'ailleurs, on voit un moment dans Les Frissons de l'angoisse, on voit cette espèce de référence, à Edward, Hopper, au tableau, Nighthawks, à Mhm. un moment. Enfin, je pense que c'est une manière aussi de montrer, enfin, c'est un tableau qui montre, voilà, la solitude, des individus dans les grandes villes et cetera. Donc là, je pense que c'est aussi une manière de dire que l'Italie est aussi devenue comme ça. Alors ah Je oui, vais le montrer. non, je comprenais pas pourquoi il y avait une Excuse-moi, je le montre juste. oui, Voilà. oui, oui. Ah, est-ce qu'on le voit là? Attendez. Ouais, bon, on voit juste l'image des frissons de l'angoisse. Alors attendez, parce que je cadre et comme le stream n'est pas en même temps. Bon voilà, vous avez compris, hein,
C'est la référence picturale, voilà. Zut. Bon, vous irez voir les voilà, si vous voulez. Enfin bon, après il Hop. est connu ce tableau, donc bon c'est pas mais oui, enfin c'est je trouve que c'est assez, enfin, assez évident quand on voit, ces films-là. Enfin moi ça m'a vraiment sauté aux yeux dans Ténèbres ou qui se passe à Rome, mais on voit vraiment des enfin, voilà, on voit des bâtiments, c'est des espèces de blocs, c'est des tours, enfin c'est on enfin vraiment quand j'ai vu ce film, je me disais: «Ah c'est ça se passe à Rome», bon on dirait pas quoi, parce on voit pas forcément les trucs, habituels, de l'Italie. Et même dans La Fille qui en savait trop, on voit, cet escalier connu à Rome, l'escalier, de la Trinité des Monts. Et en fait, il utilise ce décor qui est un endroit très touristique en vrai. Et là, le décor devient vraiment menaçant, enfin, c'est là que la femme se fait poursuivre, par un tueur. Donc il y a vraiment comme ça une manière de présenter l'Italie comme un voilà, un pays qui a complètement, changé, et de montrer les gens qui enfin de montrer un regard qui se sent en fait, aliéné vis-à-vis de cette modernité. Mmh. Et là, j'ai une réaction, de Fraise Complet, excuse-moi, tu voulais dire un truc? Non, 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 c'est non. bon. Fraise Complet qui dit: «Il y a un sous-texte sur le trauma refoulé du fascisme qui est très, très fort dans Profondo. La première victime du film est juive, c'est pas franchement léger, léger». Tu penses que il y a vraiment un truc là par rapport à ça ou, Ben, que c'est un après, ancien trauma national? comme, avant j'ai parlé du fait que, oui, il y avait le refoulement du passé, fasciste, oui, peut-être qu'après tout, enfin, même si c'est moins évident que d'autres films qui parlent directement de voilà, de l'ère fasciste, c'est on peut-être que oui, Profondo Rosso en parle aussi finalement de manière un peu moins directe, mais un petit peu, quand même. Mais oui, c'est vrai que on voit une étoile de David à un moment, enfin, elle a une table, Mmh. donc oui, oui. Oui, puis la cérémonie funéraire, on voit que, les gens, ont une kippa et cetera, qui récitent un chant, je sais plus lequel d'ailleurs. Mais, ouais, effectivement, ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, nous, revenons donc à toi, Mélanie. Est-ce que tu, Bouillabaisse nous dit: «Oui, c'est pas salaud quand même». Salaud, le film, hein, Non. pas salaud, voilà, Mmh. l'insulte. Oui. Et ouais, ouais, du coup, Mélanie, nous, est-ce que dans le slasher, on peut essayer de voir justement, est-ce qu'il y a cette notion, qui rentre en compte ou pas du tout, en fait, la question du regard de l'étranger sur la société américaine? Ou est-ce que c'est un truc qui est très je parle pour l'Amérique, hein, parce qu'encore une fois, je pense que c'est ce qu'on maîtrise peut-être le mieux tous les 2. Ou le slasher en général, est-ce que tu penses qu'il y a cet équivalent ou est-ce que non, c'est vraiment un truc qui est très, intranational, de l'Amérique qui réfléchit sur elle-même et cetera? Ouais, non, pour le coup, le slasher, c'est vraiment un truc américain. Il va y avoir plutôt le regard de l'urbain sur le rural ou inversement et cetera. Mais par contre, le côté, étranger, clairement, il y est pas. Après, c'est aussi, lié à la structure du cinéma de l'époque, hein, où, comme on l'a dit, il y a beaucoup de coproductions, il y a beaucoup de en Europe, j'entends, ce qui n'est pas du tout le cas, enfin, ce qui est beaucoup moins le cas, aux États-Unis. Mais je voulais rebondir sur, ce qu'a dit, Clémentine sur la façon dont, les réalisateurs prennent un décor, touristique pour enfin, le montrer tout à fait différemment et montrent, les villes italiennes, différemment. Ça m'a fait penser à un film qui est pas un slasher, mais qui est quand même un peu, ni un giallo, mais qui est quand même assez, terrible et vraiment passionnant, qui s'appelle Ne vous retournez pas, de Nicolas Mmh. Roeg et qui est sorti à peu près enfin, 73 il me semble, début des années 70 et qui se passe, à Venise avec un couple d'anglais, il me semble. Hem et on voit où Venise, l'idée vraiment devient, une source d'angoisse totale où on a, les personnages, des choses qui apparaissent dans les rues, les rues qui résonnent, il y a de l'écho partout, tout est sombre, tout a l'air, froid, gris, mouillé, enfin, c'est pas du tout, le Venise que d'ailleurs les personnages viennent chercher, hein, dans le film. Donc c'est voilà, c'est vrai que c'était aussi peut-être, à l'époque, une façon
démystifier peut-être, une certaine vision de l'Italie. Enfin voilà, surtout la Venise en plus, c'est vraiment Venise, c'est voilà, c'est la ville des amoureux et tout ça et là, c'est un couple qui a perdu un enfant qui y va, enfin c'est terrifiant. Hem, donc ouais, il y a c'est un mouvement peut-être, de l'époque aussi, pour, enfin voilà, je sais pas, une sorte de forme à ce moment-là, enfin de vision de l'Italie, et effectivement là, cette vision terrifiante de Venise, elle est apportée via un couple d'étrangers aussi dans ce film de Nicolas Roeg qui est quelque part un film d'horreur. Mmh. Mmh. Il me semble que j'avais alors, c'est un truc, un constat qu'on peut faire assez souvent. Alors là, pas nécessairement sur le slasher, mais sur le cinéma d'horreur en règle générale. Mais, aux États-Unis, tu as très souvent, en fait, le planter le décor qui rejoint, en fait, le décor de l'altérité, où tu te sens presque en terre étrangère. Enfin, les personnages principaux se sentent presque en terre étrangère et complètement, déphasés vis-à-vis de leurs habitudes. De fait, ça crée de l'angoisse et de l'anxiété. C'est clairement le sud des États-Unis, en fait. Et tu le vois assez souvent, bon, bah, évidemment dans Massacre à la tronçonneuse où ça devient clairement glauque extrêmement vite, quand bien même il y a tout un discours autour de la crise du pétrole de 73, la fermeture des abattoirs, dans la région et cetera. Donc il y a une explication si tu veux, tout le côté désertique en fait, désertique, fin du monde, apocalyptique, même qui est pas forcément montré directement, mais tu le sens en sous-marin. Mais très souvent en fait, ouais, je pense à je sais plus s'il se déroule dans le sud celui-là, mais Hatchet, il me semble, qui est un slasher un peu plus moderne. En fait, très souvent, dans les films d'horreur aux États-Unis, l'angoisse vient de l'altérité, et ça arrive parfois que l'angoisse de l'altérité vienne des décors du sud des États-Unis. Donc c'est un truc qui est, comme tu disais, l'opposition urbain-campagne, elle est très très manifeste. Et même si ça arrive hein, de voir des films d'horreur dans la ville, surtout à partir des années 70, je pense à années 70, années 80, du fait que New York, c'est beaucoup New York a servi de toile de fond, qui était un coupe-gorge absolument infini. Il y a eu une vague de crimes à New York à la fin des années 70. Je crois qu'on était à 2600 crimes ou attaques par an, ce qui était absolument énorme. Je pense à Maniac, avec, comment il s'appelle déjà, zut, Joe Spinell. Le premier, hein, je parle, hein, pas le remake de Alexandre Aja. C'est Oui, bien aussi. oui, oui, les deux sont bien. Les deux sont très bons. Je pensais dans les contre alors je sais pas si c'est un contre-exemple, mais enfin, le remake de, c'est The Grudge avec Sarah Michelle Gellar qui se Oui, passe au Japon, exact. Où t'as le décalage où entre. justement Ouais. en fait Vas-y, dans vas-y, le dis-le. remake, contrairement au film enfin au film original, en fait, il joue sur le décalage entre cette Américaine qui vit au Japon, et enfin voilà, il y a tout le côté, expatrié, perdu dans culturellement, complètement paumé et cetera, qui Mhm. rajoute, à l'horreur et enfin je trouve ça intéressant que pour le remake, ils aient choisi de quand même garder, le côté japonais et d'y intégrer de faire un choc des cultures en fait, Ouais, ouais, la perte de repères et tout, c'est un des éléments aussi extrêmement importants du film d'horreur en règle générale. Et j'ai Fraise Complet qui dit qui l'a vu mourir l'avait fait avant, ne vous retournez pas, le fait de représenter Venise sous un jour extrêmement glauque. Et ouais, comme je disais, qui l'a vu Oui, mais il mourir. doit y en avoir plein, hein, mais Oui, oui, je oui. celui-là, ça correspondait vraiment, puis c'est le côté touristique, détournement du côté touristique, Hmm. ça m'a paru, Ouais, d'accord. ça marche extrêmement bien. Et d'ailleurs, le coin du bis nous dit que la maison aux fenêtres qui rit fonctionne aussi sur le même principe avec une campagne profonde italienne très étouffante et des gens du coin pas super accueillants. Bah après, si on veut vraiment remonter très 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 loin, on peut carrément, tu peux remonter à Dracula hein, en 1931 avec le fait de l'immersion où tu arrives dans un bled donc est très caricatural et qui est très littéraire en fait dans sa dépiction. Mais voilà, le fait d'arriver en Transylvanie avec des kidams qui sont pas forcément les plus rassurants du monde, où ils te disent non, 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 moi je vais pas au château là-bas, il se passe des trucs chelous, non. Voilà, c'est un truc qui est très ancien dans le cinéma, dans la littérature, mais ça marche magnifiquement bien, effectivement. Le motif de la maison, on va pas parler de House et on parlera pas non plus de Amityville, mais ouais, ça c'est aussi un truc, l'altérité qui passe par l'immobilier, si je puis dire. C'est un truc qui marche très très bien et qui est très bien fichu, comme tu disais, dans The Grudge, dans le remake avec Sarah Michelle Gellar. J'ai pas vu le dernier The Grudge, qui est, je crois, d'Aja, il me semble d'ailleurs, non? Il y en a eu un tout dernier là qui est sorti et qui s'est pris un gros bâche. Pas sûre que ce soit Aja, mais Ah, c'est pas Aja? Peut-être produit par Aja, mais pas fait je sais par pas, Aja. À ouais, c'est voir. possible.
Mais et oui, donc voilà, encore une fois, donc je rebondis là-dessus vite fait. Mais ouais, enfin, regardez Maniac, le premier avec Joe Spinell et après embrayer sur le remake avec Elijah Wood. C'est pas du tout le même gabarit les deux bonhommes, hein, mais Elijah Wood fait très très bien le Totalement. boulot. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Le truc de psychose et tout qui est extrêmement bien rendu, enfin, vraiment. Sur les films d'horreur urbain, il faut regarder les films de Frank Henenlotter. Hem, j'ai perdu le nom, enfin qui vraiment, filme, le côté 42e rue, les cinémas glauques, les rues de New York, Le qui a truc fait très Basket crade et tout. Case et un film, Frankenhooker, Oui, qui est un Frankenhooker, film un ouais. peu drôle, voilà. Enfin Ou- un peu drôle gore, Oui. glauque, Oui, oui, Street mais Trash et tout aussi, c'est cool. ouais, Street Trash et tout ça, donc il y a ouais, ouais, il y a plein de films d'horreur, Urbain, ouais. urbains. Mais ça aussi, c'est très lié au contexte historique, hein, comme je te disais, les années. Enfin, comme je vous disais d'ailleurs à vous, jeunes gens et moins jeunes du chat. Années 70-80 aux États-Unis, voilà. New York est en pleine décrépitude, c'est un truc qui fait la une, enfin, fait la une généralement des journaux parce qu'il y a énormément de crimes qui s'y sont commis, pardon. Bah, Taxi Driver, quoi. Enfin, tout le cachet extrêmement crade, extrêmement sombre, très dégueulasse, en fait. Dès que vous avez un film qui se veut un film, soit une histoire criminelle ou un film d'horreur qui se déroule dans New York, c'est quasiment un trope qui est infini à l'époque des années 70-80 à cause de ça, à cause de la pauvreté qui sévit énormément, à cause également du fait que les centres urbains de New York sont délaissés par les gens qui ont les moyens, donc ne restent que les gens les plus pauvres et qui ne peuvent pas partir, etc. Il y a une grève des éboueurs massive dans les années 70, enfin voilà. Les films de Ralph Bakshi aussi, vous l'avez dans Coonskin, enfin, tout un tas de films qui se déroulent dans les années 70 et 80, début 80 en tout cas à New York, sont les échos de toute cette période extrêmement troublée, extrêmement dégueulasse aux États-Unis, et que vous voyez aussi d'ailleurs une façon détournée dans comment il s'appelle ce film déjà? Zut. Toxic Avenger. Donc là, c'est un autre délire, voilà, qui est lié au scandale écologique qui s'y déroule également, mais enfin, voilà. Bref, je reviens là-dessus, sur notre trame, après avoir fait une bonne grosse digression de sagouin. Donc finalement, et je pense on va terminer sur cette dernière question, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire encore. Si vous en avez à dire, il n'y a pas de souci, hein, et on prendra peut-être que quelques. 1, 2, 3. Peut-être quelques questions du chat. Si vous avez des questions à nous poser, allez-y, hein, commencez à envoyer, même si on a déjà parlé de beaucoup de choses. Mais on avait noté également, et ça je pense que c'est plus généralement quelque chose qui est très, très affilié donc au cinéma de genre en règle générale, et pas qu'au giallo, et pas qu'au cinéma d'horreur italien, mais c'est la tension qui existe entre modernité et tradition, et potentiellement la peur du changement sociétal qui pourrait arriver devant la modernité. Est-ce que c'est un truc qui se manifeste aussi, Clémentine, dans le giallo en général? Oui, ben, c'est ce que j'ai dit, déjà, pas mal avant par rapport aux femmes, à la modernisation, de l'Italie. Mais justement, ça me permet un peu de rebondir, sur ce que dit le coin du Bis. C'est vrai qu'on a comme ça quelques dialos qui sont des dialos ruraux et où en fait on va faire rencontrer, ces 2 mondes. Donc bon, par exemple, le film, la en français, le titre est pourri, je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais bon, La longue nuit de l'exorcisme, Hmm. hem, de Lucio Fulci, où alors bon, le film il s'ouvre, on a un plan où on voit la nature avec une autoroute, en plein milieu. Et en plus, bon, ça se passe dans le sud, donc là aussi, bon, vu qu'il y avait beaucoup de disparités entre le nord et le sud, ça permet de mettre ça en lumière. Et et là, on a aussi donc, voilà, tous les éléments que j'ai évoqués. On a le personnage, joué par, Barbara Bouchet qui elle, donc vient est la femme de la ville, qui vient, donc dans ce village, et qui incarne la modernité et qui en fait, une espèce de femme, voilà, complètement pervertie, qui s'intéresse aux petits garçons, enfin bon, c'est assez glauque. Et ça c'est des films comme ça qui permettent de tendre en fait, un miroir, à l'Italie. Et bon alors par ailleurs, alors bon, je suis désolée, je spoil, mais bon, je suis un peu obligée. Dans ce film, le tueur, c'est en fait, un prêtre qui tue des petits garçons parce qu'en fait, il veut les préserver, il veut qu'ils restent innocents et qu'ils ne soient pas, confrontés à la modernité. Donc
il les tue pour, voilà, pour les geler d'une certaine manière. Mmh. Donc voilà, là, on est vraiment dans le discours typique de la peur, de l'angoisse de la modernité, et cetera. Et aussi, on a parlé un peu de la baie sanglante, mais là aussi, c'est assez prégnant et encore là aussi avec les histoires de touristes, de tourisme d'étrangers. C'est l'histoire d'un homme qui veut transformer un manoir en lieu touristique et en fait, tous les personnages qui font obstacle, à ce désir de vouloir faire un truc touristique sont assassinés. Donc là aussi, on est vraiment dans ce discours, voilà, donc de tension entre modernité et hem et tradition. Voilà, Mmh. Mmh. Ouais, donc une problématique qui est toujours plus ou moins là, même de façon détournée, en fait. ouais. Et est-ce que tu penses justement que bon là, c'est une question un peu annexe, mais est-ce que tu penses que les réalisateurs justement de Giallo, enfin, qu'est-ce que tu ressens de leur sensibilité vis-à-vis de ça? Est-ce que tu penses que eux seraient plutôt tournés du côté des modernes ou plutôt, traditionnalistes ou une voie médiane? Même si c'est compliqué à répondre, je sais, hein. Après c'est oui, non, mais après bon, faut quand même rappeler que les ces films-là, c'est des films, qui sont produits de manière industrielle. Donc bon, déjà les réalisateurs, c'est souvent pas eux qui écrivent les films. Donc c'est vraiment, oui, voilà, c'est vraiment des documents d'époque, c'est vraiment, enfin, je pense que ces films révèlent une angoisse. Après, où est-ce qu'ils se situent exactement? C'est des films qui sont assez ambivalents, qui montrent à la fois une fascination, je pense, pour cette modernité, mais en même temps une peur. Donc c'est pas, voilà, ils sont pour, ils sont contre, c'est assez, oui, c'est assez Mmh. ambivalent. C'est vraiment, en plus, enfin, oui, on a parlé de l'aspect international du giallo, c'est vraiment, oui, l'angoisse d'une Italie, mondialisée. Mais après, c'est difficile je sais pas trop les réalisateurs eux-mêmes où ils se situaient, par rapport à Mmh. ça, Mmh. voilà. Puis bon, comme on dit, oui, c'est vraiment des productions, enfin, on peut pas dire que voilà, c'est pas comme on dit, c'est pas «du cinéma d'auteur» entre guillemets. Enfin bon, c'est vraiment plein de gens qui fabriquent le film, donc c'est vraiment, un imaginaire, collectif qu'on retrouve dans ces films, donc c'est pas, Mmh. on peut pas dire: «Oui, c'est la vision de Lucio Fulci, dans ce film», enfin, Ouais. voilà. Ouais, ça c'est la déformation qu'on a beaucoup en France, de considérer, c'est Oui, né oui, de la nouvelle vague, tu vois? Que le ouais, réalisateur, est le seul maître à bord et cetera, qu'il a tout voilà. pouvoir, machin, machin. Et ouais, je pense à ça en t'écoutant parler. Donc encore une fois, petite digression vite fait, que tu le vois aussi beaucoup dans le cinéma japonais. Et tu le vois notamment, moi ça m'a sauté vraiment à la tête quand je l'ai vu, même si je l'ai vu un peu dans un état second, donc j'étais pas très réceptif quelquefois. Et c'est un des rares films où je me suis dit: «Putain, qu'est-ce que je regarde?» environ une fois toutes les demi-heures. C'était, Tetsuo l'homme de fer. Tetsuo the Iron Man, qui est exactement Ouais. comme ça en fait. Qui est très, très chelou, très expérimental, dans le bon sens du terme chelou, hein. Très expérimental avec tout un travail sur la matière, sur l'urbanisation et cetera. J'en avais parlé à des étudiants, donc je leur avais conseillé en amphi, «Si vous voulez voir un truc chelou, allez voir ça». Le premier est très, très bon, d'ailleurs à ce niveau-là. Et qui est vraiment déroutant au premier abord, mais quand on le regarde avec un peu plus de recul, on sent vraiment qu'il y a ce côté justement angoisse, le Japon angoissé, sclérosé même limite, face à la modernité, l'urbanisation galopante, les liens aussi affectifs qui tendent à disparaître, voilà, un Japon de plus en plus dépersonnalisé, etc. Quand bien même la question de la perception de la personne et de l'individu au Japon est très différente de ce qu'elle est en Occident. Mmh. Mais ouais, il est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et il y a tout un discours sous-jacent là-dessus, quand bien même il est. Faut être accroché quand même pour le regarder et pas manger en même temps. Mais bon, bref. Tetsuo, The Iron Man, il est vraiment cool le premier. Ah, le coin du bis est d'accord et Oli aussi disent chef-d'œuvre. Donc ça valide fort. Et donc nous, Mélanie, revenons-en là-dessus. Est-ce que toi aussi c'est un truc que tu as senti généralement dans le cinéma d'horreur, donc pas que américain en l'occurrence, mais que en sous-marin, en fait, cette espèce de tension, d'angoisse devant un monde qui est en train de mourir et un autre qui est en train d'arriver mais dont on ne sait pas grand-chose. Est-ce que c'est un truc que tu as ressenti aussi?
Alors je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit, Clémentine sur le pourquoi ça s'appelle la longue nuit de l'exorcisme, en fait, comme on l'a dit, c'est du cinéma, assez enfin voilà, qui est produit, de façon industrielle et tout simplement, on est dans la période où L'Exorciste vient de sortir et où il a très bien marché et donc quand le film a été distribué en France, bah, il fallait mettre, Exorciste quelque part, comme, il fallait mettre Vampire quelque part, quand, il y avait un film, avec Christopher Lee, même si c'était, Hercule contre les vampires et cetera. Ce qui existe et ce qui est de Mario Bava d'ailleurs, qui est Et un qui est, très, qui est très très beau bien. film d'ailleurs, mais Qui est bon. très très bien. Et voilà, c'est le truc, industriel, et non, mais enfin, par rapport à cette question de la modernité, je pense quand même que dans les années 70, les réalisateurs qui font du giallo sont globalement des jeunes réalisateurs, qui enfin, le fait Argento utilise les Goblins, par exemple, c'est quand même bon, maintenant, ça nous semble très daté, mais à l'époque, c'était quand même très moderne. Et moi, je voulais parler, alors si en plus, voilà, si on termine sur des gens qui font du giallo aujourd'hui, et notamment un couple franco-belge que j'adore, qui s'appelle Hélène Caté et Bruno Forzani et qui font, enfin, on parle souvent de néo-giallo par rapport à leurs films et je vous invite vraiment à les voir, donc il y a Amer, l'étrange couleur des larmes de ton corps, qui est un titre hyper giallo pour le coup, Oui. et Laisser bronzer les cadavres, qui est un peu plus polar, une adaptation de Manchette. Vraiment, voilà, ce sont des réalisateurs franco-belges et qui utilisent les marqueurs, hein, dont on a parlé, esthétiques, alors moins le principe de l'enquête, mais visuellement, il y a quand même des choses très, très giallo, les gros plans, cette façon de raconter l'histoire aussi avec la mise en scène, c'est-à-dire avec du son, avec des sensations, des impressions physiques, sonores, visuelles, etc. Voilà, donc c'était juste mon Mhm. petit coup de pub pour deux cinéastes qui font du cinéma un peu différent aujourd'hui et c'est pas si souvent. Mhm. Et c'est pas si souvent que ce genre de cinéma différent, comme on dit, arrive jusqu'aux salles et arrive jusqu'à la distribution, quoi. Et ce qui est très très cool par ailleurs. Et juste, bah oui, on peut se poser cette question-là qui fera, pour faire écho à ce que tu disais, Mélanie, et qui peut nous ouvrir. Voilà, c'est l'ouverture, comme on dit aux étudiants, quand ils terminent la copie, il faut faire une ouverture des fois. Donc, bye Shiro, merci d'avoir été là. Et juste un tout petit truc avant qu'on enchaîne là-dessus. On va parler peut-être de l'héritage justement du giallo. Qu'est-ce qu'il a laissé, hormis le slasher. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la trace la plus sensible dans le cinéma de genre et le cinéma d'horreur du giallo? Et donc je reprends juste vite fait ce que disait le chat. Alors Florian qui nous dit au bout d'un moment dans le film, donc il parle de Profondo Rosso, on a une musique qui ressemblait à la musique de l'exorciste justement. Je pense qu'il parle du côté très clavier en fait, qui peut lui faire penser. Mais à mon avis, oui, comme tu disais, ça a dû influencer plus ou moins, je pense, vu enfin, ça a été un carton de fou, l'exorciste. Et on est dans les C'est le mêmes années, hein. premier, c'est le premier blockbuster horrifique en fait, tout simplement L'Exorciste, hein. Parce qu'avant l'horreur ça a toujours existé, mais pas à gros budget. Hmm. Et là, L'Exorciste c'était le premier gros budget, donc voilà, qui a en plus marché cartonné au box-office, donc Hmm. Ouais. Et puis vraiment, il a, un il a, film à part. il a été déterminant pour ce qui s'est passé par la suite. Enfin, rendez-vous compte quand même, l'année 73-74, on arrive sur, que ce soit aux États-Unis, en Italie, des productions qui sont quand même. Enfin voilà, ça y va quoi. Et le coin du bis nous dit, tu parlais du couple tout à l'heure, aux dernières nouvelles, ils bossent sur leur quatrième long qui est un animé érotique façon Pinku Eiga. Eh ben écoute. Je confirme l'info, en fait, je les ai accueillis pour une masterclass, voilà, et bon, alors j'espère qu'ils sont arrivés à faire le projet parce que c'était quand même assez, spécial, Mhm. mais oui, oui, ils m'ont ouais, ils m'ont dit ça aussi. Bon, Mhm. après ça fait déjà au moins un an, donc j'espère, après ils font des choses vraiment à tout petit budget, grâce notamment à François Cognard, hein, qui produit, aussi, heu, leur film précédent, avec Tobina, sa boîte de prod, mais oui, oui, voilà, faut qu'ils trouvent leur public aussi, parce que c'est particulier et c'est pour ça que est-ce que le giallo a laissé des traces, je pense que il a laissé des traces dans tout le cinéma d'horreur, dans sa façon, très graphique, en fait, de tuer, je pense, quand même.
des choses qu'on voyait pas avant, hein, de très gore, quand même, dans les meurtres et cetera. Mais aujourd'hui, le giallo, moi, je pense malheureusement, c'est quand même il y a quand même une nostalgie et c'est un objet un peu, un peu vintage et un peu culte, mais qui est collectionné par des gens qui ont vu les giallo à leur moment de la sortie. C'est devenu un objet vraiment, voilà, un peu presque de collection, quoi, Mmh. le giallo en tant que tel. Donc je sais pas si ça a vraiment, à l'exception de quelques réals comme, Kate Forzani, voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus, frontal maintenant, beaucoup plus enfin, je sais pas, beaucoup moins ludique peut-être, dans le cinéma d'horreur. Mmh. Tu veux dire notamment dans la progression, la narration, le jeu de piste, pour le côté ludique? Oui, c'est ça, ouais, ouais, je dis ça en même temps, là, il y a un réal français qui s'appelle Mathieu Turi qui est en train de faire, qui vient de sortir un film, enfin, le film n'est pas encore sorti en salle, mais il tourne dans les festivals. Il s'appelle, Méandre et l'histoire, c'est si j'ai bien compris, c'est une nana qui est, coincée dans un tuyau, en gros, qui doit franchir des obstacles, pour s'en sortir. Donc je pense qu'il y a un côté, pour le coup, vraiment escape game, très, Mmh. très fort dans le film. Bonjour les claustrophobes. Ça pas pour eux. Mais ouais, du coup, et toi, qu'est-ce que tu en penses, Clémentine? Donc, est-ce que tu dirais que bah, peut-être en Italie ou dans le cinéma un peu plus moderne, le giallo a influencé justement ce qui s'est fait par la suite? Ou est-ce qu'il y a une résurgence, comme c'est un peu le cas en France, avec, comme on l'a dit avec Mélanie, voilà, notamment des gens qui ont été biberonnés au giallo? Ou est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est tombé plus ou moins dans l'oubli? Après oui, c'est comme a dit, Mélanie, il y a comme ça quelques films qui ont essayé de reprendre, le style, visuel du giallo et cetera. Mais bon, c'est vraiment très minoritaire donc c'est pas non plus, mais oui, ça reste quand même un type de film très associé, à l'Italie et bon, aux années 60, mais surtout aux années 70 donc c'est oui, c'est comme a dit Mélanie, c'est un peu un objet rétro, quoi. Mmh. Enfin, après, bon, il y a Argento qui a continué à faire quelques films, dont certains sont toujours, des giallo, mais bon, c'est pas, Et il a fait d'ailleurs, il a fait, ouais, bon, on spoil un peu, mais il a fait un film d'ailleurs qui s'appelle Giallo, il me semble, avec. oui, oui, Ah, il avec, fallait que je le mentionne. qui a la jaunisse. Enfin, Fallait que je le mentionne, hein, désolé. il a une maladie qui le rend jaune, en fait, mais bon, c'est enfin, Parce que Giallo, ça veut dire jaune. Lol. oui, voilà. Et Fraise Complet me dit, enfin nous dit que Perfect Blue rend hommage au Giallo dans le genre de l'animé. Perfect Blue rend hommage à beaucoup de choses en fait. Et bah, d'ailleurs, petite guéguerre personnelle, quand j'ai vu Inception, j'ai fait ouh là 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 là. D'accord, ok. Ok, je sais où tu as copié certaines choses. Docteur Pierre, j'ai cité James Wan par exemple, oui, qui est un amoureux de Giallo, et on voit certaines influences. James Wan est un gars qui aime le cinéma profondément en fait, et du coup ça se ressent dans sa façon de filmer, ça se ressent dans la façon qu'il a d'équilibrer ses plans, les clins d'œil Dieu qu'il fait, qui sont jamais putassiers en fait. Ce qui peut malheureusement être reproché parfois à un Quentin Tarantino qui est très très brut en fait dans l'hommage, où c'est vraiment c'est de l'intertextualité comme on dirait maintenant. Quand bien même c'est quelqu'un qui a une grosse culture cinématographique, mais James Wan, ouais, c'est beaucoup plus pas subtil, mais bon, s'il y en a un sens quand même. C'est moins visible en fait, c'est moins frontal. Sam Kokai qui dit: je vais vous abandonner, un très grand merci pour cette discussion, c'était très intéressant, bravo à vous trois. Eh bien, ciao Sam Kokai et bonne soirée à toi également. Florian qui demande si c'est un film biographique. Giallo, tu veux dire Enfin, vous voulez dire Florian? Non, je crois pas que ce soit un film biographique, Giallo. Oh non! Et Welcome to Primetime Biche nous disait dernièrement: il y a eu Al Morir la matinée qui s'inspirait énormément du Giallo. Je ne connais pas. Je sais pas du tout. Non. Bon. Bah écoutez, ce fut un plaisir de vous avoir eu avec moi pour parler de tout ça. Mélanie, tu reviens la semaine prochaine avec Alt. On va parler de fantômes, d'apparitions, de spectres, tout ça, et du Carnaval des âmes. Là encore, un gros ovni au milieu de la production américaine des années 60, qui est, ma foi, extrêmement intéressant. Et on le regardera aussi, donc pareil, même heure, même jour la semaine prochaine.
Florian qui repart sur James Wan avec Aquaman et qui dit il y a une scène qui fait penser à un film d'horreur. Oui, mais James Wan, de toute façon, même si lui a dit qu'il voulait partir dans la SF, il va, je pense, être longtemps cantonné au film d'horreur, le pauvre, malheureusement. Mais oui. Bon. Donc voilà, toujours est-il que je vous remercie énormément parce que c'était vraiment très très cool et j'étais très content d'avoir un plateau avec vous deux parce que ça fait très longtemps qu'on en parle et à chaque fois on a des emplois du temps de ministre et on peut pas, pour des raisons ou pour d'autres. Et vraiment c'est très très cool de vous avoir, il y a une belle complémentarité, encore une fois, belle équipe. Et Bichette, il n'y a pas de souci, voilà, c'était cool, tu pourras regarder si tu veux. Merci tout le monde, voilà, c'était cool, ouais, le coin du bis également. Merci Dario également, c'était gentil, gentil d'être venu. Et vous revenez quand vous voulez, hein. Vous faites comme vous voulez, voilà, vous êtes chez vous. Mon stream c'est chez vous, il n'y a pas de souci. Et donc où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc j'imagine Clémentine sur ta chaîne Cinéma et Politique. Et est-ce que tu veux teaser ce dont tu vas parler prochainement? Je suis en train de faire des recherches pour une vidéo sur les héros réganiens. Voilà. Tout un programme. Et ça fait le lien avec ce qu'on disait sur les slashers aussi, la même période. L'Amérique réganienne. Et toi Mélanie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Me retrouver, bah, j'espère un jour, dans un cours à l'université, mais ça, c'est pas gagné. Alors en attendant, sur Filmo TV et le dernier, là, que je viens d'enregistrer, c'était sur, les Diableries, donc avec un magnifique film russe qui s'appelle Vige. Enfin, voilà, c'est rien à voir, mais alors, extraordinaire. Mais je t'en reparlerai la semaine prochaine sur les fantômes. Ouais, cool, ça marche, y a pas de souci. Et bonjour Sarah, je vous avais pas vu, merci d'être venue. Et je vais vous dire au revoir à tout le monde. Ah oui, juste pour terminer, Oli nous dit plus de Projo, Panique, ex Chroma pour ce genre de format, donc c'est un plaisir de le retrouver avec vous. Et écoutez, je suis très honoré d'être comparé à Karim Debache et à l'équipe de Chroma. Quand bien même j'ai pas du tout leur capacité de montage vidéo et de réalisation de vidéos. Mais écoutez, ça me fait bien plaisir que vous ayez été là et que ça vous ait plu. Voilà. Donc on va dire au revoir à tout le monde et puis on va... Voilà. Bye bye les gens et à très bientôt. Je vais arrêter le Bonne live. nuit. Bonne nuit parce qu'il est quand même minuit effectivement. Attendez, hop. Et à bientôt et à samedi prochain. Même demain, moi je serai là demain en live. On va jouer à Little Hope et on va parler sorcière encore une fois. Donc voilà, je vous dis à demain. Bye. Ciao. Ciao, ciao.